pense que le soloprenariat, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, un gros fuck you au salariat en disant bah maintenant je choisis ma vie, tu vois. Le jour où j'ai appelé Grégoire pour lui dire Grégoire, j'ai une nouvelle un peu particulière à t'annoncer parce que je quitte Germinal, sa première réaction ça a été de me dire pour rejoindre une autre boîte. Je dis non c'est pour monter la mienne. Il me dit ouf, franchement j'aurais pas supporté, tu vois. Le succès c'est un peu comme quand tu tombes enceinte, tout le monde te dit bravo mais personne ne sait le nombre de fois où tu t'es fait niquer. Je pense que la discussion qu'on est en train d'avoir, et moi j'espère que ça va amener énormément de salariés à se poser la question de est-ce que la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui considère à ma juste valeur. Il m'a dit Kevin, t'es la personne la plus exceptionnelle avec laquelle j'ai travaillé. Je lui ai dit t'es un bâtard de me dire ça. J'ai bossé avec toi pendant 1 an et demi, tu me l'as jamais dit. Il m'a dit parce que Kevin, il y a toujours qu'un seul patron dans une boîte. Si demain on te propose un poste de salarié pour avoir la même life que t'as aujourd'hui, tu prends? La base pour réussir en entrepreneuriat, c'est d'être toujours en quête de nouveaux apprentissages. Alors chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs entrepreneurs du game. Je m'appelle Benoît Dubos, cofondateur de Scalesia, et comme toi, j'étais vraiment pas prêt pour cet échange. Let's go! Ce qui est trop cool, c'est que tout à l'heure, on était dans la cuisine, dans la noble bâtisse du crayon. Parce que oui, je le dis à chaque fois, on est au crayon et tout, coucou les copains, et on était en train de discuter avec Jordan. Et on était en train de discuter du fait que vacances un petit peu en ce moment, ah ouais, je suis crevé, c'est compliqué, j'ai réussi à prendre 4 jours, et là c'est le speed en ce moment, ça fait 1 semaine que je suis là, ça va dans tous les sens et tout. Et c'est ça, vraiment, là, c'était la vibe du moment, c'est comme ça. Et là, il y a Kevin qui rentre. Eh les mecs, ça va? Le café à la main. Nous on était avec notre bordel, mais on avait un sac, on était des vrais Sherpas et tout, on avait toute notre vie dans un sac à dos. Et Kevin, pas de sac à dos, et je me suis dit, ok, là, mon objectif c'était d'avoir une discussion. Alors ça va être un des sujets de l'échange, mais une discussion maintenant de fond comparative entre le soloprenariat versus le solopreneuriat. Je vais commencer par articuler versus le full scale plus par-dessus la 3e corde. Je me suis dit, il n'y avait pas mieux comme illustration de ces deux voix, en fait, qui sont clairement mutuellement exclusives, celles-ci. Mais comment ça va, les gars? Bah, ça va super, et toi? Bah, ça va. Ça va, nickel. Bah, du coup, ça, c'est un bon sujet d'introduction. Ouais. Très, très bon sujet. Mais je me rendais pas compte d'être aussi chill. Ouais, non, t'es vraiment arrivé chill. En fait, le truc qui est particulier, c'est que on est à Paris, mais tous les trois, on vit pas à Paris, on a voulu quitter la ville, tu vois. Et on s'est dit, si on se réunissait dans le pire endroit sur Terre, ça vous dit ou pas? Ouais. La prochaine fois, on peut faire ça dans un autre endroit, hein. Bah, franchement, tu me dis, ouais, on fait ça chez moi à Lisbonne, on y va direct. Bah ouais, grave. À Lisbonne, il y a pas beaucoup de trucs encore, c'est ça le problème. Faut tout construire, quoi. Il y a pas de studio comme ça, tu vois, comme le crayon. Mais bon. Ouais, parce que là, ça cartonne pas mal en ce moment de votre côté. Ouais, ça va. Ouais, franchement, ça va. Comment vous vous présentez là actuellement? Comment on se présente? Ouais. Tu commences? Vas-y. Alors, moi personnellement, ou comment je présente le business? Bah, les deux. Ok, bah moi c'est Jordan, j'ai 32 ans. Je suis le cofondateur de Bulldozer. Bulldozer qui est un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth. Et voilà, je suis marié, je suis papa, j'habite à la montagne et je suis très content d'être là, même si c'est en pleine ville et qu'il y a plein de bruit et tout ça, quoi. 2e fois dans le podcast. De quoi? Troisième fois. Mais et oui, 3e fois dans le podcast. 3e fois. Ouais, c'est vrai, 3e fois. À chaque fois dans une ville différente. À chaque fois dans une ville différente. Ouais. Ah ouais, putain. Moi, du coup, Kevin, moi, c'est plus simple. En fait, c'est marrant comme question parce que quand tu me demandes, tu sais, plus dans les inconnus, comment est-ce que je me présente par rapport aux inconnus, je dis juste, je fais des cours en ligne, quoi, tu vois. Et du coup, le terme solopreneur, je pense pas qu'il soit vraiment très compris aujourd'hui. Tu dis que t'es entrepreneur, en fait, dans la majorité du temps, et que tu fais des cours en ligne. Moi, j'ai 32 ans aussi. Tu peux te donner ton âge. On a à peu près le même âge. On a le même âge. Je sais pas si tu vas avoir 33. Je suis pas marié. Je vis à Lisbonne en ce moment. Et moi, la différence, c'est ça, c'est que moi, j'ai fait le choix de pas avoir d'équipe, de pas avoir de salariés, de pas avoir de patron aussi, et de pouvoir vivre confortablement avec le business que j'ai construit, quoi. Et mon objectif, moi, dans mon business, c'est de me remplacer moi-même, quoi. C'est-à-dire de me virer de mon propre boulot, tout en essayant de générer en fait un système qui s'auto-finance, en fait. Voilà, c'est un peu la différence peut-être avec l'entrepreneuriat où tu recrutes des gens pour faire des tâches. Moi, je
juste de tout automatiser avec des robots. Mais après, ça a aussi ses limites. Je pense qu'on va pouvoir en parler. T'en es où? Là, j'en suis où? Ouais, C'est-à-dire en termes de chiffres ou en termes Non, en termes tu vas sur cet objectif de te remplacer complètement dans le business. T'en es où là-dessus? Alors là, je me fais assassiner en ce moment sur le support client. Ça, c'est un truc qui est extrêmement difficile à scaler. Et j'en ai parlé avec plein d'autres infopreneurs parce que les gens ont des questions, mais parfois tu te dis putain, mais juste actualise ta page, tu vois. Il y a des moments où voilà, c'est un peu oppressant, tu vois, surtout. Ou alors parfois tu as des bugs sur ta plateforme qui sont résolus dans la minute après, et en fait tu as reçu un email, donc est-ce que tu lui réponds ou tu lui réponds pas? En fait, tu peux pas gérer ça tout seul, t'es obligé de déléguer ça à un humain, quoi, avec une base de connaissances. Donc ça, je pense que la relation client, il y a un très gros marché à aller prendre d'ailleurs, je pense, parce qu'il y a peu d'outils qui font bien le taf. Je sais pas si t'as déjà testé des trucs cool. Non, niveau outils, non. C'est des outils genre ingest.ai ou pas? Non, j'ai pas encore mis de l'IA dans le support client. Mais ça paraît chelou, en fait, parce que même, tu vois, t'as un problème de facturation, par exemple, ou un problème d'accès à ma plateforme. Tu vois, le mec, il a dépensé 500 € pour payer ma formation et il a pas ses accès, tu vois. Il a besoin de parler à un humain, quoi. Tu peux pas lui dire, moi, ça me saoulerait que ce soit une IA qui me réponde, tu vois. Voilà. Et du coup, c'est difficilement scalable. Et ça, c'est un truc qui me prend beaucoup de temps, tu vois, genre, sur les réponses aux questions et tout. Mais du coup, là-dessus, t'es OK de te faire accompagner, typiquement. Ouais. Aujourd'hui, c'est soit je vais externaliser ça clairement avec des humains, mais faut savoir comment est-ce que je le fais. Tu vois, est-ce que je prends carrément une agence ou je prends un virtual assistant, tu vois. Ouais. Mais je pense, et ça c'est un truc malheureusement dans le soloprenariat que moi, je pense que c'est plus par ego que j'ai pas voulu déléguer des choses. Là aujourd'hui, j'arrive à un stade où j'ai parlé à des gens, tu vois, qui font beaucoup plus que moi, ils font du 500 000 par mois seuls, tu vois, enfin seuls, mais avec petite équipe qu'ils ont recrutée à droite à gauche. Et eux, en fait, tu peux pas scaler seul. À un moment, tu vas être obligé de au moins déléguer des tâches. Et dans le soloprenariat, en tout cas dans ma façon de voir les choses aujourd'hui, j'ai essayé au maximum d'éviter d'arriver à ce stade-là. Mais il y a un moment, tu es obligé, je pense, pour scaler vraiment ta boîte, en fait, faut te débarrasser de tous les trucs qui te font chier, en fait, tu vois. Et genre, le support client, ça me fait chier. Dès que je sens un truc qui m'oppresse, tu vois, dans ma vie, j'essaie de le déléguer. Donc, soit une machine si c'est possible, soit maintenant un humain, tu vois, pour pouvoir me décharger, en fait, et me mettre un focus absolu sur mon rapport qualité-vie, temps, tu vois, et sur la croissance de ma boîte, en fait. C'est super intéressant que tu parles de l'ego. Comment vous définiriez l'ego, vous? Philosophe. Je vous attaque direct. Ah ouais, Parce que c'est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Ça le nombre de références que de ce sujet égo que je vois, que j'observe, en bien comme en mal, c'est juste délirant, quoi. En fait, tu vois, pour moi, il y a un sujet c'est beaucoup l'image que je renvoie de moi-même ou de mon business, tu vois. Bon, après, notamment dans le cas du soloprenariat, ton business est un peu une extension de toi-même d'une certaine manière, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment un sujet de l'image que tu veux renvoyer aux autres. Et tu vois ce truc, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment quand je t'entends que par exemple dans ton cas, ça aurait pu être non, je vais montrer que moi, 100%, je suis capable de le faire moi, tu vois. Ah ouais, totalement. Et donc, tu vois, c'est vraiment cette image quand les gens, ils voient ce que je fais et tout, voilà, je suis là et 100% de ce que je fais, etc., etc. Et je pense, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce truc de, je vais montrer que je suis capable de tout faire, je vais montrer que je suis, tu vois, il y a un peu ce truc. Et dans la création de contenu, ça se voit beaucoup maintenant, LinkedIn, tu vois, typiquement, où le fait de pas dire que t'as un ghostwriter, tu vois, c'est un peu le cliché, mais tu vois, c'est un peu ce truc de non, tu vois, c'est moi, c'est mon image, etc. Alors qu'en vrai, tu vois, il y a aucun problème tant que ça marche. Et je pense qu'il y a effectivement, tu vois, le sujet de l'ego dans l'entrepreneuriat, c'est trouver le bon équilibre entre là où je suis bon dans ce que je fais et ce qui marche. Et parfois, il y a un décalage. Et moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont vraiment du mal à accepter le fait que il y a plein d'éléments dans lesquels t'es bon. En fait, c'est pas ce qui génère le plus de business et c'est complètement OK de te faire aider sur ces choses-là, tu vois. Ouais. Voilà, my two cents.
Ouais, c'est clair. Moi, c'est exactement ce que tu disais. Je me suis dit, je vais montrer que c'est possible. Bon, après, en arriver déjà au résultat que je suis seul, c'est quand même C'est plutôt, déjà plutôt cool. Ouais. Après, je pense que tu as un côté où tu te poses plus la question personnelle, est-ce que c'est pour ton bien ou pas? Tu vois, si je veux déléguer, je sais que je le fais pour mon business parce que je veux scaler, mais je le fais aussi pour moi avant tout. Mais même principalement pour moi, parce que je pourrais continuer à faire du support client, sauf que j'ai pas envie d'en faire. Ce que je te dis, c'est quelque chose qui m'oppresse et qui me fait du mal, quoi. Donc, je pense que, en fait, il y a aucun business. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez un peu David Laroche, tu vois, lui, il a mis comme moi 5 ans à déléguer ses trucs. Donc là, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 18 millions. Ils sont 10, tu vois, 15, quelque chose comme ça, à faire de l'accompagnement de business, de développement personnel. Antoine BM aussi, Stan Leloup aussi. Enfin, si tu veux, à un moment, ton objectif, c'est d'essayer de juste économiser enfin, en tout cas, dans le soloprenariat, c'est le goal ultime. C'est pas de montrer que tu peux tout faire tout seul. Le goal ultime, c'est de montrer que t'as tout le temps du monde dans une journée, tu vois, et que tu as travaillé très dur pour avoir plus de temps que la moyenne. C'est-à-dire que cet après-midi, je peux aller me balader dans Paris, visiter Paris, voir des amis, ou alors même pas voir des amis parce que la plupart du temps, ils travaillent, tu vois, mais j'ai beaucoup plus de temps que les autres. Et c'est ça, en fait, ma bataille aujourd'hui, c'est pas de montrer que je sais tout faire tout seul, tu vois. Et je pense que là, tu vois, j'ai eu un petit vrille où j'ai écouté des gens qui sont passés par ces étapes-là, et je sais ils l'ont fait, ils ont passé ces étapes-là parce qu'ils ont réussi à déléguer certaines choses de leur taf, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu vois leur vie, et c'est pour ça que je pense que l'environnement te pousse à mettre ton ego de côté, de dire en fait, ok, lui il a atteint ces résultats-là, moi j'y suis pas encore. Écoutons en fait la voix de la sagesse parfois, et tu te remets un peu en question aussi sur ces aspects-là. C'est pour ça que de se faire coacher, de lire des bouquins, de s'intéresser à des gens qui ont dépassé les paliers, et surtout de les passer ces paliers, parce que tu vois, en vrai, tu passes de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 70 000 euros par mois. En fait, à 70 000 euros par mois, t'as une pression. Tu vois, moi, un truc tout bête, mais aujourd'hui, t'as une pression différente que quand t'es à 10 000. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, quand j'ai un bouton qui marche pas sur mon site, j'ai une trentaine de personnes qui m'envoient des messages privés en mode Kevin, ton bouton il marche pas. Tu vois. Et je me suis dit, récemment, mais de quoi je me mêle? Tu vois, genre, mon bouton il marche pas, laissez-moi, mon bouton il marche pas, c'est pas grave, tu vois. Et surtout quand t'es un mec un peu comme moi, c'est qui envoie genre sans réfléchir, enfin je fais et après je rectifie, quoi. Et du coup t'as une pression qui s'amplifie. Donc en fait je pense qu'à un moment tu peux pas gérer toute cette pression. Il y a même des alumni qui m'appellent, de mecs qui travaillent avec moi il y a 1 an et tout. Donc en fait dans mon cas personnel, je pense que c'est voilà le côté essayer d'économiser plus sur une nouvelle vision de ma vie et sur une nouvelle vision de mon business aussi, quoi. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que il y a un peu des espèces de tendances de ce qui est admis comme étant stylé ou pas, tu vois, typiquement dans le business. Et il y a eu une période, c'était lever des fonds, tu vois, genre il fallait lever des fonds, et le fait de faire une levée de fonds même un peu claquée, tu vois, sans intérêt, bah d'un point de vue égo, c'était ça y est, je fais partie du club. Après, il y a eu le fait d'avoir plein de salariés. Genre, c'était la bataille de quand les gens ils parlaient de leur boîte, ils disaient on est 100, on est 150, on est machin. Et maintenant, tu vois, on a shifté complètement dans non, mais moi je suis seul. Ouais. Je suis 100% seul, j'ai un business qui tourne, venez pas me gonfler et tout. Et en fait, tu vois, on est vraiment il y a vraiment des espèces de tendances, et là où tu vois toi dans ton discours le truc qui est assez intéressant, c'est que t'es pas du tout en train de enfin, quand tu dis que, enfin, tu ramènes ça sur pourquoi est-ce que tu fais ça. Et en fait, toi, la raison pour laquelle tu fais ça, c'est, bah, moi, en fait, je veux avoir du temps et je veux kiffer, etc. Exactement. Tu vois. Et je pense que pendant trop longtemps, les gens, ils ont un peu oublié, ils mettaient vraiment en avant les moyens et pas vraiment la fin. Tu sais, en fait, c'était un peu sans fin. Ils font des choses, mais parce qu'en fait, c'est stylé, tu vois, j'ai plein de salariés, j'ai levé de l'argent. Mais pourquoi tu fais ça, en fait, tu vois? Et là, il y avait pas vraiment de réponse. Mais tu sais, c'est un peu cette espèce de, je fais partie du club. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça, et je pense que tu vois, il y a un truc bête, mais parfois je lance des offres. Je me dis, oh, vas-y, trop bien, je vais le faire. Tu vois, par exemple, tu lances une communauté, ou genre tu lances une offre de live coaching, ou tu lances une offre, je sais pas, peu importe. Je dis, bon, ok, avec cette offre, j'ai fait 3 000 euros, mais ça me fait chier, tu vois, de la faire.
en fait, ça me prend trop de temps, trop d'énergie, c'est un truc qui me plaît pas, ça apporte pas suffisamment de valeur. En fait, c'est ton business qui est au service de ta vie. Et en fait, si c'est quelque chose qui t'ennuie ou que t'aimes pas faire, bah t'arrêtes, tu vois. Et c'est ça aussi la différence, je pense, avec le solopreneur, c'est que tu peux arrêter quand tu veux, parce que ça dépend que de toi, quoi. Tu vois, tu prends juste tes derniers clients et tu changes à faire autre chose. Ça, c'est un truc sous-coté. Les gens, ils se rendent pas compte. Et moi, tu vois, c'est une des raisons, notamment avec le collectif où c'est de l'entrepreneuriat où je travaille avec des gens, etc., etc. Mais étant donné que tout le monde est indépendant, mine de rien, c'est un truc que je disais dernièrement dans une conf, c'est si demain, en fait, je décide de tout arrêter et de changer complètement de vie, de devenir plombier, je suis pas en train de mettre dans la merde les gens, les autres, tu vois. Là où, tu vois, si j'étais patron avec des salariés, tu vois, en fait, bah, t'as le boss qui décide de tout quitter, etc. Bah, la boîte, tu sais, tu la mets quand même un peu à mal. Là, t'as des responsabilités. Il y a quand même des responsabilités. Et vraiment, ce truc de demain, j'ai envie de changer de vie. Et en fait, ça n'impacte que moi et j'ai aucun problème. Je trouve que c'est un truc sous-coté. Clairement, ouais. Mais aussi faire les trucs qui te font kiffer, tu vois, sur ton business. Mais je pense que je pense que c'est l'avenir, en vrai, en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce que je fais. Je pense vraiment que c'est l'avenir de l'entrepreneuriat, du solo, il y a trop de gens qui veulent un peu avoir, quel rapport à vie privée, vie pro, tu vois, qui devient de plus en plus, tu vois, important dans la vie des salariés, etc., qui voient de plus en plus de gens sur Internet qui arrivent à faire de l'argent, des petits mecs, hein, parfois, qui ont 2000 abonnés et qui font déjà des 10-15 000, tu vois, en mois, Et on parlait tout à l'heure de... Toi, Lego. T'as pas dit toi, Lego. J'ai failli... En fait, il est là pour nous charcuter. Tu vois, lui, il veut esquiver. Lego, pour toi. Bah, moi, je préfère les caplas, déjà. Ok. C'est bon, j'ai répondu. On se demande pourquoi il a 90 000 abonnés sur LinkedIn après, avec ses punchlines. 90 000 parce que, avec 90 000 versus 96 000 il y a quelques jours, parce que dès que je fais un jeu de mots pourri, j'en perds 2500, voilà. Ouais, t'as perdu des abonnés? Non, mais tu sais, frérot, c'était incroyable l'histoire, parce que, en fait, je fais un jeu de mots pourri sur un post pourri du vendredi soir, tu sais, sur ChatGPT, une vanne débile. Je sais même plus de ce que c'était. Et entre parenthèses, je fais un petit call to action qui faisait partie de la vanne, en mode, si vous voulez me follow après cette contre-performance, c'est par ici, et je tag mon propre profil. Je vais me coucher, le lendemain je me réveille, j'avais perdu 2500 personnes. Ah ouais. Et je fais, mais non! La blague à 2500. Non, et tout. Moi, j'éclate de rire, mais ça me perturbe un peu quand même. Je me dis, mais, alors déjà, tant mieux s'il y a 2500 personnes qui se sont cassées à cause de ça. Ciao les copains. Ouais. Et je me dis, mais quand même, c'est dingue, parce que ça collait pas. Les unités ne collaient pas. Oui, les impressions, les machins. Ton impression, je me suis dit, alors là, quand même, genre, c'est bizarre. radieuse. C'est-à-dire que demain. Après, il y a eu une purge, hein, sur LinkedIn récemment. Et ensuite, j'ai appris quelques jours après, j'ai eu ouais. la confirmation, j'avais quand même cette intuition-là, mais j'ai eu la confirmation qu'il y avait une grosse purge. Ouais. Et moi, ça m'a squeezé 2500 personnes. Et Donc, on a bien sorti, il y a des gens qui ont perdu 15 000, 20 000. 15 000, waouh. Ouais. C'est quand même énervé. Et donc voilà, enfin, c'était assez rigolo. Donc, je vais éviter de faire des jeux de mots. Non, je vais en faire. Désabonnez-vous si vous aimez pas mes jeux de mots, parce que. Mais pour la partie ego, ouais, c'était un vrai sujet. Parce que j'ai l'impression que mon ego me tombe en toile de fond. C'est-à-dire que de surface, je vais te répondre, ouais, moi, mon ego n'a pas vraiment d'impact dans ma prise de décision, pas d'impact sur ma façon de me positionner, etc. Et c'est vrai qu'au quotidien, tu vois, j'ai pas forcément j'ai pas forcément d'emprise par rapport à ça, dans le sens où, bah, tu vois, par exemple, la notoriété que je peux avoir, j'en ai absolument rien à faire. Enfin, je veux dire, je suis très content d'apporter de la valeur, mais c'est absolument pas quelque chose qui me drive au quotidien, au contraire. Enfin, je suis très très content d'être dans mon coin et de pas forcément d'avoir un énorme contraste entre mon quotidien et la notoriété en ligne. Je trouve ça très cool. Et après, bah, par rapport à mon ego entrepreneurial, moi, j'ai aucun mal à déléguer, justement. J'ai aucun mal, au contraire. Enfin, ça a été un life saver pour moi. Hein. C'est vraiment une force. Ouais, et j'ai pas d'ego par rapport au fait de me dire que le fait de me défaire de telle ou telle tâche va me défaire d'une partie de ma substance d'entrepreneur, etc. Au contraire, je pense que j'ai même cette faculté peut-être un peu trop
un peu trop présente à déléguer. C'est-à-dire que j'ai la délégation plutôt facile sur certains. Il y a certains points qui corrèlent au truc que vraiment je kiffe profondément faire, que j'ai un petit peu plus de mal à déléguer, mais c'est pas de l'ego, c'est plus du j'ai pas forcément compris comment déléguer ce truc. Donc je bloque un petit peu. Il y a un truc qui m'intéresse sur ce que tu fais toi, parce que dans ton business, c'est de mettre en confrontation les problématiques, même toi en fait, au final. Oui, comment est-ce que vous gérez l'ego avec les clients avec lesquels vous bossez? C'est ça en fait la vraie question, parce que le mec, il a une boîte de 40, 100 personnes. Comment tu lui dis, en fait, ce que tu fais depuis 10 ans, c'est de la merde, voilà comment faut faire. On lui dit pas comme ça. Ouais, voilà. Déjà, tu lui dis pas ça comme ça. Mais comment vous gérez ça? Parce que moi, moi, je peux, alors, je sais que mes équipes, elles, le disent pas forcément comme ça. Moi, je peux le dire comme ça. Moi, je le dis comme ça. Moi, mais lui dire clairement, moi, je prends pas les formes, personnellement. Tu vois, non, moi, je dirais quand même un peu les formes. Moi, je vais dire, écoute, je vais rester, enfin, voilà, je vais lui dire clairement, écoute, là, aujourd'hui, moi, déjà, je fais toujours, moi, je suis un partisan absolu du cadre. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, une conversation, si elle est cadrée de la bonne manière, c'est-à-dire les bons contours, les bonnes attentes, le bon contexte, etc., et chaque interlocuteur est positionné de la bonne manière par rapport à ce cadre-là, tu peux pas avoir d'embrouille. Tu peux pas avoir... Exactement. Donc moi, je commence toujours tout ce que je fais en disant, écoute, voilà pourquoi on est là. On est là parce que toi, tu as un problème. Ouais. Moi, potentiellement, j'ai des solutions. En tout cas, tu attends. On part du principe que j'ai nécessairement des solutions. Voilà. En tout cas, on va voir si je les ai. Et le cadre, c'est que je vais te parler comme si tu me filais les clés de ta boîte. Et je vais te dire ce que moi, je ferais à ta place. Donc, ça veut pas dire... je vais pas te présenter une vérité absolue. Je vais pas te présenter... je vais pas non plus te mettre en porte-à-faux par rapport à des erreurs que tu as faites. Je te dirais ce que moi, potentiellement, je changerais. Ouais. T'en fais ce que tu veux après. Mais en tout cas, il y a pas... une fois que j'ai dit ça, il y a plus de raison à s'écharper, à se vexer ou quoi. Parce que là, c'est juste une observation personnelle et donc c'est opinion contre opinion. Et si jamais il y a un désaccord, quoi. Mais on part pas dans le métadiscursif à se dire et tout, tu m'as dit ça, etc. Je suis blessé dans mon ego. Ouais. Et donc moi, à chaque fois, je commence en cadrant comme ça. Et une fois que le cadre est fixé, j'ai plus aucun problème à dire, écoute, là, aujourd'hui, moi, ce que je ferais, je changerais ça, parce qu'aujourd'hui, ça te prive de telle opportunité. Et je quantifie le coût d'opportunité, et voilà, quoi. Ouais, donc, je vais pas aller frontalement. Si je pose pas ce cadre-là, oui, là, il va y avoir un effet d'attaque. En tout cas, tu peux avoir un interlocuteur qui se sent attaqué dans sa personne. Oui. Voilà. Et en fait, tu vois, pour moi, bon, déjà, il y a plusieurs trucs. C'est comment t'es rentré en contact avec la personne. Tu vois, dans le cas d'un lead inbound, généralement, il vient parce qu'il a conscience qu'il a un problème. C'est intéressant, ça. Tu vois, le fait qu'il vienne te voir, c'est déjà une prise de conscience de j'ai un problème, il faut que je le règle, et du coup, je vais faire appel à des personnes qui vont être là pour m'aider. Et donc, naturellement, il est dans une ouverture où il est prêt à la critique. Critique, on s'entend, hein, tu vois, voilà. Mais en tout cas, il est prêt à entendre le fait que ça va pas. Parfois, il a même des pistes, tu vois, sur les raisons pour lesquelles ça va pas, etc., etc. Et donc, du coup, sur les lead inbound, après, t'as les gens qui disent, j'ai un problème, je sais pas exactement ce que c'est. Et donc là, après, tu vas creuser, tu vas lui dire, en fait, effectivement, là, ça va pas, t'as pas les bonnes approches, etc. Et en fait, tu te rends pas compte, mais généralement, c'est un manque de compétences, tu vois, enfin, voilà. Et après, t'as les personnes qui viennent te voir et elles ont un problème, elles savent ce qu'est le problème, elles ont juste pas la ressource, tu vois, du coup, voilà. Et après, t'as l'autre cas où t'es en outbound. Ouais. En outbound, les gens, ils ont rien demandé. Et tu vois, tu débarques chez eux, tu vas pas leur dire, alors je viens te voir parce que tu fais de la merde. Donc en fait, là, bon, tu vois, il y a quand même une autre manière d'approcher le truc. Après, pour moi, en fait, j'ai un peu capté qu'il y a un peu des sujets sensibles. Et dans les premières, tu vois, moi, généralement, je commence toujours la conversation effectivement par choper de l'information. Et souvent, j'essaie un peu de capter des informations sur ces sujets sensibles. Et pour moi, tu vois, l'exemple typique, c'est le product market fit. Il y a des boîtes, elles n'ont pas leur product market fit. Mais, tu vois, elles l'ont pas. Elles pensent qu'elles l'ont. Et tu sais que elles pensent qu'elles l'ont parce que, mais sinon, si je l'ai pas, c'est que je suis vraiment un gros naze, tu sais. Tu vois ce truc? Et moi, plusieurs fois, j'ai fait l'erreur, tu vois, de dire, alors bon, là, moi, ce que je peux te proposer, c'est, je vais t'aider à trouver ton product market fit. Et là, tout de suite, tu sens que la personne, elle se braque, elle dit, mais je l'ai déjà, mon product market fit, tu vois. Ouais, pourquoi il le quantifie? En fait, c'est très, très variable. Mais tu vois, il y a vraiment des gens qui pensent que,
le product market fit, c'est logique, tu vois. Et en fait, eux, ils ont identifié un problème. C'est une séquentialité entre voilà. C'est un cheminement plus intellectuel, théorique. Et c'est intellectuel, tu vois, c'est ce truc de ah mais attends, je sais bien que les gens ils ont ce problème. C'est évident que j'ai mon product market fit. J'ai pas de clients, j'ai aucune conversion, voilà, j'ai personne qui s'intéresse à moi. Exactement. Mais j'ai mon PMF, c'est bon. Exactement. Et donc moi, des fois, je me suis retrouvé dans ce type de conflit-là, où là, vraiment, bon, tu vois, j'avais pas vraiment de pitié parce que, en fait... ça va te perdre souvent avec une certaine arrogance en plus, non? Mais oui, puis tu sais, genre, en fait, t'es en train de rendre service à personne, à vouloir arrondir les angles sur un sujet aussi évident que celui-là, tu vois. Et du coup, tu vois, la personne, elle a pas encore de client, elle a pas encore monté sa boîte, elle a même pas encore son produit. Et tu vois, je lui dis, bah, on va t'aider à trouver le product market fit. Elle me dit, bah, moi, j'ai déjà trouvé mon product market fit. Tu vois, moi, je lui dis, alors attends, c'est-à-dire, t'as déjà ton product market fit? Bah oui, c'est évident, tu vois, le problème, les gens, ils l'ont et tout. Alors attends, je comprends pas, tu n'as pas de client, tu n'as pas de produit, mais tu as ton product market fit. On n'a juste pas encore commencé le marketing. Voilà, exactement. Et du coup, tu vois, le truc, c'est des sujets sensibles. Et donc, généralement, dans les questions que je pose, j'essaye un peu d'identifier à quel point la personne, elle est OK avec le fait de ne pas avoir ces éléments. Et là, on est clairement dans l'ego. Mais voilà, et donc voilà comment moi je gère le truc, tu vois. Ok, c'est intéressant parce que moi je vais vous donner mon point de vue parce que du coup j'ai fait du coaching aussi, un petit peu. Ah oui, donc toi tu le vois à fond. Un moment, mais j'ai arrêté. Ça me plaisait pas. Non, mais moi j'aime bien, il y a une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire de, enfin j'avais vu ça quelque part, c'est Michael Jordan qui était au lycée et qui allait voir son coach et qui lui disait, je sais pas si vous la connaissez cette histoire, il allait voir son coach et lui disait, coach, je veux devenir le meilleur joueur du monde, etc. Il se fait défoncer. Il se fait défoncer. Et Michael Jordan, il va voir son coach, il dit, putain, pourquoi vous me mettez aussi cher, etc. Le coach lui répond, il lui dit, mais tu veux devenir le meilleur joueur du lycée ou tu veux devenir le meilleur joueur du monde, tu vois. Michael Jordan, du coup, après, c'est devenu le meilleur joueur du monde grâce à ça. Et je pense que, tu vois, moi, dans le solopreneur, je me suis pris des énormes taquets dans ma tête, tu vois, dans mon ego, dans des trucs qui ont foiré tout le temps, tu vois. Et je pense que c'est difficile de prendre les formes, tu vois, pour faire expliquer quelque chose à quelqu'un, tu vois. C'est pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, moi, de dire, genre, fais ça, à ta place, j'aurais fait ci, à la place, j'aurais fait ça, j'aurais eu la frustration de dingue. Quand je faisais du coaching, c'est ce qui m'a le plus saoulé. C'est que je donnais les conseils, voilà, fais ci, fais ça, machin. La semaine d'après, il y avait rien qui avait été fait, tu vois. Et à un moment, en fait, moi, ça m'énerve. Genre, tu peux pas venir me voir. Et finalement, à la fin, je me suis dit, à la fin, je m'en foutais, tu vois. Je dis, c'est quoi, tu fais ce que tu veux, tu m'écoutes pas. Mais en revanche, si ça marche pas, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne, tu vois. Et du coup, maintenant, quand tu vois, j'ai des amis qui sont entrepreneurs et qui me demandent des conseils et tout, les seules manières où ça marche, c'est quand je leur fous des taquets, tu vois. Et moi, mes potes qui sont avant moi dans le business, ils me mettent des énormes taquets. Et genre, je les écoute, tu vois. Et je pense que c'est ça la capacité que tu as à mettre ton ego de côté pour apprendre et pour aller tu vois, plus loin, quoi. Parce que dans un coaching, pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a 80% de psychologie. Ah ouais. Vraiment. Il y a 10% de compétences. Que bon, la compétence, tu peux l'apprendre toute seule, tu vas automatiser des trucs, tu peux le faire. Et après, tu as 10% du coup d'ego, tu vois. Il faut réussir à gérer tous ces trucs-là, quoi. Parce que le mec, ou la nana d'ailleurs, tu vas lui dire des trucs, elle était pas prête à entendre. Moi, par exemple, récemment, j'ai une de mes alumni qui m'a demandé un conseil et je lui ai répondu. Elle me disait, Kevin, j'ai un premier client, je suis super content. En revanche, est-ce que tu crois que je sais faire ça? Et aussi ça. Est-ce que tu crois que je sais faire ça? Est-ce que tu crois que Et elle était, mais tellement paniquée, tu vois. Comment est-ce que toi t'aurais fait, etc. Je lui dis, écoute, calme-toi. Ton client, c'est toi qui le gères. Tu as les compétences qu'il faut. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, vous arrêtez de dealer ensemble et fine, tu vois. Il y a aussi cet aspect, tu vois, et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, en fait, arrête d'avoir peur. Juste go, tu vois. Et elle avait, tu vois, t'as aussi le fait d'avoir peur de passer à l'action, tu vois, la crainte, la méconnaissance. Barrière mentale, en fait. Ouais, barrière mentale. Le sujet des barrières mentales, avant d'être entrepreneur, t'entends le sujet des barrières mentales, mais avant d'entreprendre moi-même et de passer un peu des caps, je pensais que je comprenais ce que ça voulait dire. Et en fait, tant que t'as pas vécu le fait de casser certaines barrières mentales et que t'as cette réalisation de, ah, mais d'accord, tu vois, mais c'était ça,
c'est difficile de comprendre, tu vois. Et ça rejoint, je voulais d'abord l'aborder, tu vois, tout à l'heure quand tu disais, en fait, quand tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 50 000 ou 70 000, t'as pas les mêmes problématiques, etc., etc. Et c'est à chaque fois un autre game. Bah, il y a aussi ce sujet que à chaque fois, tu viens de péter une nouvelle barrière mentale et tu viens de réaliser que, ah, ok, il y a un nouveau monde qui vient de s'ouvrir et je réalisais pas du tout ce truc, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, pour reprendre l'exemple de ta cliente, est-ce que tu penses que je suis capable de le faire? Est-ce que machin, c'est de la barrière mentale. Quelle barrière mentale vous avez pété, vous, là, cette dernière année? Ou alors, on va pas chronologiser le truc, mais quelle barrière mentale vous considérez ont eu le plus d'impact sur vos carrières entrepreneuriales, / vos business? Et comment vous les avez pétés? Ouais, j'ai eu plus une barrière mentale personnelle récemment, mais très rapidement. Après, je t'explique la barrière mentale. J'avais peur de parler aux gens, que ce soit dans la rue, aborder des nanas, aborder des entrepreneurs que j'admirais ou des gens, tu vois, peur de parler tout simplement à des gens. Et en fait, à force, j'ai regardé des gens parler un peu autour de moi et j'ai vu qu'ils parlaient aux gens, mais en leur disant des trucs stupides. Tiens, j'aime bien tes chaussures ou j'aime bien tes trucs, j'aime bien te faire. Bref. Et en fait, je pense que de commencer une discussion avec quelqu'un, c'est une énergie que tu crées avec l'autre. C'est-à-dire que tu lui donnes ton énergie et elle te le redonne en x2, tu vois. Ce qui fait que c'est un flux, quoi. Tu vois, si tu passes dans la rue, par exemple, et que tu marches de cette rue jusqu'à le bout de la rue et que tu fais des compliments à toutes les personnes dans la rue, tu vas leur changer la vie et ça va changer ta vie aussi. Donc, ça va te donner de l'énergie, tu vois. Donc, le fait d'aller aborder des choses, des gens, tu vois, que t'aimes bien ou des nanas, ça c'est une barrière mentale que j'ai déverrouillée. Après, d'un point de vue business, c'est ça a plus été le fait d'avoir été dans le fond du fond, tu vois, de se dire ok, mais en fait moi j'ai pas le choix, quoi. Tu vois, moi je pars souvent du principe tous les jours, c'est j'ai pas le choix, tu vois, j'y vais et j'avance, mais ça a été de baigner dans l'écosystème d'entrepreneurs à the family, tu vois, genre d'être dans des gens, tu vois. Je me disais putain, mais lui il a réussi à faire 1 million, c'est moi qui lui donne des conseils, tu vois, genre comment il a fait, tu vois, et juste de te lancer, quoi, tu vois, de voir, quoi. Et ça a été vraiment d'être dans l'écosystème, de te rendre compte qu'en fait t'as des gens, ils sont comme toi, au final t'es pas plus stupide qu'un autre. C'était plus de baigner là-dedans, tu vois, et aussi, je pense, le deuxième, peut-être en business, c'est le traumatisme que j'ai eu des réunions. Tu vois, on en parlait la dernière fois, alors juste avant ce podcast. Moi, dans les réunions, ça a été mais un calvaire, quoi. J'arrivais dans les réunions, on restait 1 heure, on n'a pas avancé d'un copé, quoi. Du coup, je me disais, mais je comprends pas. On s'envoie juste un SMS, on le fait, et après on fait une réunion pour faire le bilan de ce qu'on a fait. Mais il faut déjà une action pour, tu vois, concrétiser un bilan. Et tu vois, en fait, toutes les barrières mentales que moi j'ai dépassées, ça a été par de la souffrance, genre tout le temps, par un truc où genre j'avais la boule au ventre quand j'y allais. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, c'est soit je continue à subir ma souffrance, soit je l'affronte, quoi. Tu vois. C'est marrant de voir à quel point déjà toute progression commence toujours par un constat. On va pas, enfin voilà. Donc ça nécessite déjà d'avoir ce regard extérieur, ou en tout cas de s'infliger à soi-même son propre regard pour se dire, ok, là ça merde, là il y a un problème, ce qui est très compliqué à faire. Et après en fait t'as deux choix. C'est soit de voir et qui sont pas mutuellement exclusifs, c'est soit de te dire, ok, là bah par exemple dans ton cas j'ai cette timidité, on va dire, qui corrèle sûrement à une introversion ou quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Soit je décide de maximiser cette force-là, je le vois comme une force. Soit tu fais rien. Soit je développe, soit je fais rien, et très souvent tu vas rester dans un statu quo comme ça. Soit je développe la compétence qui me permet de la compenser. C'est ce qui fait que par exemple, t'as beaucoup d'introvertis. Moi, pendant des années, je me suis cru extraverti parce que j'avais développé une compétence d'extraversion, alors que je suis profondément introverti, c'est-à-dire que être avec du monde, indépendamment des bons moments que je vais passer, du plaisir que je vais ressentir, va me coûter de l'énergie. Donc derrière, j'ai besoin de me ressourcer, etc. Ouais. On en avait parlé Toutes d'ailleurs. les découvertes, je trouve, de ce que tu t'affrontes qui te dérange dans ta vie, elles sont mais extraordinaires, tu vois. À la fin, le sacrifice d'entreprendre, de tester le chemin que tu prends, et tout le temps, tu aurais jamais pu imaginer, tu vois. Moi, je te parle de ce flux d'énergie, c'est un truc que j'ai analysé, je me suis dit, waouh, putain, c'est ouf, tu vois, quand t'as cette vision-là, juste de transformer une vision d'origine, blocage, à un truc, en fait, qui est bon, quoi, tu vois, pour
t'en reviens à une notion aussi de comment dire, d'interrogation, voire pas de perte d'ego, mais de repositionnement de ton ego. C'est-à-dire la peur que t'avais vis-à-vis de cette timidité-là était très certainement liée, j'imagine, à une peur du rejet. Donc la peur de ce que ce rejet va te renvoyer de toi dirait potentiellement de toi, versus là une approche beaucoup plus altruiste où tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour les autres, tu fais ça pour la valeur que tu as envoyée, l'énergie que tu as envoyée, t'as parlé d'énergie, et à partir de là, en fait, tu rentres dans une logique où ton ego n'a plus d'emprise, ou en tout cas ton ego va se nourrir de ce que tu vas recevoir et pas de ce que tu ne recevrais potentiellement pas. C'est-à-dire que le rejet n'a plus d'emprise sur toi parce que tu ne fais pas ça pour toi, mais pour l'autre. Si l'autre ne reçoit pas, tant pis pour lui, en fait. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est ce que tu disais juste avant. Toi, t'es hyper content d'aider des milliers de personnes avec ton contenu gratuit. Exactement. C'est parce que c'est ce qui te fait kiffer. Mais ce qui est marrant, c'est de voir un petit peu la connectique entre ça, ce que tu vas retrouver comportementalement dans la rue te concernant, c'est-à-dire le fait d'avoir du mal à être avenant avec les gens, et la façon dont tu as structuré aussi ton business. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas un business de call call, tu trouves pas tes clients en call call, tu trouves pas tes clients en prospère en outbound, et t'as un business le plus automatisé possible, etc. Là où quelqu'un d'extrêmement avenant demande tu lui files les clés de ta bécane, je pense qu'il pète un plomb. Ah ouais. Je pense qu'il pète un plomb. Grave. Et c'est pour ça vous êtes fait coacher, vous? Je me fais coacher en ce moment. Ça t'apporte quoi? Bah justement une remise en question un peu de ces sujets de barrière mentale, mais après tu vois, il y a différents niveaux de barrière mentale, mais il y a des choses où tu te rends pas compte que tu te mets des obstacles tout seul, tu t'en rends pas compte, et en fait c'est des trucs très très basiques à passer. Je vais essayer de te donner un exemple concret. Là j'ai rien qui me vient, mais tu vois typique, tu vois, ça va être en ce moment j'ai du mal à organiser mon agenda, tu vois, j'ai du mal à ok, et du coup mon coach va pouvoir me dire ok, mais du coup ta semaine elle ressemble à quoi en ce moment? Elle ressemble à ça, ok, et là il y a des trucs tu penses que t'es pas critique dessus, ouais, je pense que je suis pas critique là-dessus. Ok, et qu'est-ce que ça te demanderait d'enlever ces trucs-là? Juste d'arrêter d'accepter ces trucs-là, quoi. Ok, fais-le. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, tu vois. Non, mais, tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est basique, ouais. Mais quand t'es pris dans ta semaine, dans ton taf et dans tes habitudes, en fait, tu te rends plus compte que, en fait, il y a des décisions très, très basiques comme celle-là que tu pourrais prendre. En fait, le fait d'avoir un coach qui te pose les bonnes questions, te fait réaliser les bonnes choses, tout ça, c'est ok, c'est tu vois. Et donc les obstacles que tu te mets toi-même, et puis tu sais, après il y a un moment donné où tu comprends un peu le mode de pensée, le mode de questionnement du coach ou de la coach, et donc naturellement toi aussi ça développe ce muscle en toi, et donc naturellement tu repères à un moment donné le fait que t'es constamment en train de retomber dans les mêmes schémas, etc. Mais pour moi, c'est ça qui est important, quoi. Toi, tu t'es coaché? Ouais, je me fais coacher, ouais. Je me fais coacher et ça m'intéresse de savoir, toi, c'est quoi ta compréhension? Parce que t'as parlé des mécaniques un petit peu sous-jacentes que tu vas retrouver dans la méthode de coaching de ton coach. Ce serait quoi, selon toi? Révèle ses secrets. Waouh. Je sais pas, mais je pense que c'est justement ce qui fait le charme du truc, tu vois. Ouais, parce que t'as parlé du fait que que petit à petit tu commençais à piger un petit peu le genre de questions qu'il te pose. Non, mais en fait, tu vois, c'est constamment. Pensée, pas tant que les questions elles-mêmes. Mais concrètement, c'est constamment le step back. Tu vois, en fait, je dirais que ça se résume à ça, tu vois. T'es pris dans tes journées, t'es pris dans tes petites habitudes, tes sujets un peu micro, etc. Et où tu vois, toi naturellement, tu vas avoir quand tu vas penser à tu vas penser à tes journées, tu vas raisonner en journée, et puis en fait le coach il va arriver, il va te dire attends, recule, ta semaine elle ressemble à quoi, tu vois. Tu vas te dire mais ouais, c'est vrai que j'ai jamais fait ce recul, tu vois, j'arrête pas de penser à mes journées, à quoi elles ressemblent, mais en fait à quoi globalement ma semaine, à quoi elle ressemble. Et en fait c'est constamment cette espèce de petit truc de step back où tu vois, et on en avait parlé en off une fois qu'on s'était vu, je vais voir également un psy. Et le psy, tu vois, il a cette phrase constamment de
Alors, je vous propose qu'on fasse un pas de côté, tu vois, c'est toujours ce truc-là. Non, mais vraiment. Et du coup, maintenant, ce truc de, je vous propose de faire un pas de côté, c'est limite devenu un truc un peu marrant. Et donc, souvent, tu sais, on parle de sujet, et puis il va y avoir un blanc, et puis je lui dis, vous allez me demander de faire un pas de côté, c'est ça? Tu vois. Et du coup, c'est devenu un peu le truc marrant. Et donc, globalement, c'est essayer de comprendre ce truc-là. Et moi, naturellement, maintenant, j'arrive à créer cette mécanique interne de attends, 2 secondes, respire, fais un pas de côté, ou attends, respire, fais un pas en arrière, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça le sujet. Mais le truc, c'est que, encore une fois, quand t'es pris dans ta vie et quand t'es pas habitué à faire ce travail-là, et surtout quand t'es entrepreneur et que t'as pas un manager qui peut te permettre de faire ça, ben voilà quoi, c'est important. Quoi? Moi, là, j'ai fini ma thérapie, ma psychothérapie il y a quelques semaines là. Et le coaching, et en fait j'ai trouvé qu'il y a une très belle connectique entre psychothérapie et coaching, parce que la psychothérapie en fait te permet de mettre de l'ordre déjà dans tes déterminismes, ce qui t'a construit, donc ton passé, la jonction entre ton passé et ton présent, ce qui fait que t'en es là aujourd'hui, dans ton mode de fonctionnement, dans tes décisions, dans tes choix de vie, etc. Et le coaching en fait, lui va faire la projection entre ton présent et ton futur, en te permettant d'opérationnaliser tout ça en fait. Et donc moi je trouve qu'il y a une vraie je pense que il y a une nécessité absolue à un moment donné, si tu veux passer un cap entrepreneurialement parlant, à te faire accompagner dans les deux sens en fait. C'est-à-dire mettre de l'ordre. Moi j'ai compris énormément de choses sur ma façon de recruter, de manager, ma façon de stratégiser, d'appréhender ma boîte, de m'appréhender moi aussi en tant qu'entrepreneur. Je saurais pas attribuer les bons points à la psychothérapie plus qu'au coaching quoi. Je saurais pas déterminer ce qui a eu le plus d'impact, parce que pour moi il y a une synergie totale entre les deux. Mais pour moi, je sais que en 2022 il s'est passé des choses vraiment transcendantes là-dessus, et que j'aurais pas pu effectuer sans ça quoi. Et donc moi c'est un truc que je recommande à tout le monde, c'est faites-vous coacher, allez voir un psy, même si vous sentez que ça allait bien, en fait tant mieux, parce que le psy travaille de façon optimale quand vous êtes pas dans l'urgence en fait. Oui, t'as les idées claires en fait. Ouais, et l'objectif de la psychothérapie, c'est pas forcément d'éteindre des incendies, c'est de mettre de l'ordre, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre comment on s'est construit. Et si vous tombez sur un bon, vous allez comprendre énormément de choses. J'ai compris énormément de choses. On est le fruit de potentialités qu'on a exploitées, qui ont été dans lesquelles on a été poussé ou pas, et on est le fruit d'un cheminement d'événements qui ont fait qu'aujourd'hui on se comporte de telle ou telle manière. En fait, 100%. Interroger tout ça, sans tomber dans la psychanalyse qui va prendre 15 piges littéralement, ça permet en fait de créer un peu la généalogie de tous ces conditionnements, et de mieux se comprendre. Et à partir de là, on peut en faire quelque chose. Alors que sinon, on avance avec des œillères dans un brouillard total, et c'est problématique, quoi. Et tu vois, je reviens sur les barrières mentales, de c'est quoi les barrières mentales qu'on a pété ou des trucs comme ça. Et sur ce côté, on est conditionné, notamment par rapport à notre histoire, etc. C'est un truc que je dis, notamment, tu vois, quand j'interviens dans des écoles, il y a des étudiants, tu vois, ils sont en bac+5, ils ont eu, tu vois, même des étudiants d'HEC, tu vois. Alors, tu vois, nous, on a ce recul, tu regardes HEC, tu te dis, bon, de toute façon, eux, ils vont trouver du boulot comme ça, c'est l'élite de la nation, voilà. Mais tu sais, eux, ils sont entourés de gens qui sont comme eux, et ils se posent les mêmes questions de gens qui sont dans des universités provinciales, tu vois. Et du type, moi, ça peut m'arriver parfois d'avoir des questions comme est-ce que vous pouvez nous donner des conseils sur comment on va arriver à trouver du boulot à la sortie des études, tu vois? Et toi, t'es là en mode alors tu n'as pas à te poser cette question, t'inquiète pas, ça va rouler, tu vois? Et donc là, il y a vraiment une barrière mentale. Mais sur le sujet de l'argent, je pense qu'il y a énormément de barrières mentales, et sur le chiffre d'affaires que tu peux réaliser, etc. Et c'est un truc que je dis du coup souvent, c'est si toute ta vie, t'as vécu avec des parents qui gagnent 20 000 € par mois, les amis de tes parents qui gagnent 20 000 € par mois, les parents de tes amis qui gagnent 20 000 € par mois, tu vois. Toi, tu espères avoir quoi comme salaire dans ta vie? Tu vois, naturellement, tu vas considérer que la norme, c'est de gagner 20 000 € par mois. Et donc, naturellement, tu vas pas être impressionné
par le fait de gagner autant d'argent. La réalité, c'est que la grande majorité des gens, ils sont pas dans cette situation. Je sais pas si vous avez été dans cette situation personnellement avec des parents qui gagnaient beaucoup d'argent, etc. Mais moi, ça a pas du tout été le cas. Je viens d'une classe moyenne classique, quoi. Et donc, le truc, c'est, je me souviens très bien quand j'étais au lycée et que je me disais, ça gagne combien un riche? Tu vois? Et pour moi, quand j'étais au lycée, un riche, ça gagnait 3 500 € par mois. Ah ouais. Mais je me souviens clairement que c'était 3 500 € par mois. Et donc, tu vois, ce conditionnement de, en fait, quand t'es riche, tu gagnes 3 500 € par mois et que ton objectif ultime, c'est celui-là, c'est très difficile de faire 10 000 € par mois. Ouais. Pour analyser la confiance que t'as en toi, ils avaient regardé un chat. En fait, les chats, c'est quand ils sautent pour atteindre un point, ils vont toujours essayer d'aller au point le plus haut. Tu vois, ils vont jamais se remettre en question, ils sont pas capables de le faire. C'est-à-dire que tu prends un truc le plus haut possible, il va toujours essayer de l'avoir, quoi. Donc un chat a tout le temps confiance en soi. Et je pense que par rapport à l'argent, je trouve ça hyper intéressant parce que je fréquente des gens, comme je te dis, qui font plusieurs millions par an, tout seuls, ou des mecs qui ont fait des exits à 5 millions, etc. Donc tu vis vraiment dans un environnement, moi-même, je parle à mes frères hier, ils m'ont dit, mais en fait, j'étais impossible de m'imaginer que c'était possible de faire autant d'argent. Je suis sorti d'un truc de dingue, et quand même, j'entends des gens qui me disent, même quand tu regardes la moyenne de France, parce que quand tu te compares à la France, c'est le salaire moyen, je crois que c'est, quand t'es riche à partir de 3 500 €. Je crois que c'est 4 000. 4 000. Comme, alors, tu as 4 000 € je croyais que c'était 4 000 par mois aux États-Unis. T'es homeless. Genre, tu peux pas vivre. La moyenne d'un salaire aux États-Unis, c'est minimum 150 000 € par an. Et tu vis normalement, quoi. T'es dans la classe moyenne, tu vois. Et il y a aussi ça, il y a aussi la globalité du monde, tu vois, dans lequel il faut regarder. Bon, alors bien sûr, si tu vas en Égypte, machin, voilà. Bien sûr. À Dubaï, par exemple, tu peux pas vivre en dessous de 10 000 € par mois, quoi. Sinon, tu survis, tu vois. Et ça aussi, c'est intéressant parce que quand moi je voyage comme je voyage beaucoup, etc., je vois la différence de prix parfois. Enfin, tu te dis, waouh, tu payes 9 € ta bouteille d'eau, là, sérieusement. Ouais. T'es pas content. Mais, c'est clair que t'as des barrières de dingue sur ça. Et le fait de côtoyer des gens, parce que naturellement, en passant des caps aussi entrepreneuriaux, tu te mets à fréquenter des gens qui gagnent de plus en plus d'argent. Et du coup, le fait de côtoyer ces gens-là, ça devient de plus en plus une norme pour toi, de par l'environnement que tu côtoies, le fait de gagner cet argent, etc., etc. Et en fait, moi maintenant, je suis dans une situation où je me dis, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de gens riches en France. Ouais, tu vois, pareil. Genre, et c'est l'effet pervers aussi, parce que du coup, tu t'es pas fier de toi plus que ça, quoi. Tu vois, les gens autour de toi te disent, putain, c'est ouf ce que tu fais, mais du coup, tu sais, ce truc, encore une fois, l'environnement dans lequel t'es, ça crée vraiment les barrières, certaines barrières mentales et voilà, quoi. Et toi, du coup, tu parlais des barrières que t'avais pétées, notamment grâce à coaching, etc. C'est quoi un peu les grosses que t'as pétées? Moi, c'est d'avoir compris le jeu auquel je jouais. C'est-à-dire que pendant super longtemps, je me suis pas nécessairement posé cette question-là de concrètement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je suis en train d'entreprendre? Et par extension, qui je suis profondément, en fait. Et le problème, c'est que, et ça, c'est un peu le danger que t'as quand justement tu te retrouves exposé à tout un microcosme très fermé, mais très solaire de gens qui réussissent dans ce qu'ils font. 100%. C'est que forcément par mimétique, par analogie, tu vas avoir envie de leur ressembler. Le problème, c'est que si t'as fait l'économie de ce travail-là, sur la découverte de toi, en fait, tu vas te retrouver potentiellement à jouer à un jeu qui est pas le tien et à poursuivre des ambitions qui profondément sont pas les tiennes. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur les levées de fonds, les machins comme ça, tu vois, où complètement. Et le truc, c'est que moi, je me suis retrouvé à jouer à un jeu auquel j'avais pas envie de jouer, en fait, et dans lequel je me complaisais. C'est-à-dire le jeu de justement de l'entrepreneur qui veut gagner le plus possible. Tu vois, cette course-là, justement, à l'extrinsèque. Et là où je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que c'était pas mon jeu, c'était pas ça qui me faisait kiffer. Et que en fait, aujourd'hui, je me rapproche beaucoup plus d'un solopreneur pour qui ça a dérapé, vraiment. C'est-à-dire que moi... Bienvenue dans le game. Non, mais c'est ça, et on en parlait la dernière fois. C'est un des premiers trucs que tu m'as dit la première fois qu'on a enregistré un podcast ensemble. Tu m'as dit, mais mec, je comprends pas, enfin limite, je comprends pas pourquoi t'as autant de monde dans ta boîte alors que tu casserais tout en solopreneur. Et
Et je me souviens de la réponse que je t'ai donnée, qui était, moi, j'aime entreprendre avec du monde, etc. Ouais. Donc, je suis un peu dans cet entre-deux-là, mais dans la façon dont j'ai envie de vivre ma life et ma philosophie entrepreneuriale. J'ai vraiment ce goût-là du levier, ce goût-là de la maximisation des effets pour le minimum d'input. Et c'est un truc que j'ai envie de perpétuer à l'échelle de toute la boîte. Et déjà aussi me concernant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai fait la liste de ce que je suis prêt à sacrifier ou pas. Je suis pas prêt à sacrifier ma santé, je suis pas prêt à sacrifier mes nuits, je suis pas prêt à sacrifier ma famille, je suis pas prêt à sacrifier le sport, je suis pas prêt à sacrifier voilà, j'ai fait cette liste là intégrative en fait et exhaustive de tout ce que je veux surtout pas sacrifier sur l'autel de mes ambitions. Et c'est un truc qu'on a fait avec mes cofondateurs et en fait ça a été une délivrance et ça nous a permis de dépasser un cap parce qu'une fois que tu as justement délimité tes contraintes, et ben tu peux te positionner et prendre tes décisions par rapport à ces contraintes. Donc ça fait que en fait on prend de bien meilleures décisions aujourd'hui. Et je me suis rendu compte d'un autre truc aussi, c'est que moi ce qui me fait kiffer profondément c'est l'écriture. Par extension, c'est créer du contenu Naturellement. Ouais. Et que en fait j'en reviens toujours à ça. Et que finalement l'entrepreneuriat pour moi aujourd'hui c'est un état, c'est pas une vocation. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Mais profondément, c'est pas ce pourquoi, voilà, je me définis pas comme entrepreneur, là où pendant un moment, j'avais tendance, par défaut, en fait, à me définir comme tel. Et en fait, le fait de prendre conscience de tout ça, me permet vachement plus de lâcher prise. Et en fait, les perfs ont jamais autant explosé. Pourquoi? Parce que je suis juste dans ma zone, quoi. Ouais, mais ça révèle aussi un truc, la patience et les étapes. Tu vois, c'est ce que je te dis, qu'il faut que tu passes dans l'entrepreneuriat pour vraiment comprendre pourquoi tu le fais aussi. Parce que tu bourrines un peu partout au début et puis après tu dis waouh, en fait là j'ai quand même j'en peux plus quoi. Je bosse on en a parlé dans l'autre podcast. Moi je passais 10 calls par jour, j'en pouvais plus à la fin, j'étais épuisé et en fait je me suis dit je vais faire ça toute ma vie jusqu'au moment où je pète un câble et je dis bon en fait ça y est, c'est terminé, tu vois. Oui, mais tu vois t'es obligé de passer par une phase où t'as la preuve que t'es capable d'y arriver. Ouais. Et tu vois le truc c'est que tant que t'as pas eu la preuve que t'étais capable d'y arriver, lâcher la pression et avoir la vision long terme, c'est difficile, je trouve. Parce en que fait, au faut début, avoir la vision long terme plus par rapport à tes clients, pas par rapport à toi. Tu vois, il a plus la vision de ce que tu veux leur faire. Moi, par exemple, j'ai changé mon mindset et ça, du coup, c'est pareil, ma croissance, elle a explosé en pensant ça. C'est ok. Maintenant, contrairement à avant, quand je faisais mes calls, je vendais ma formation, tu vois. Mais j'étais focus sur ma rentabilité, pas sur la rentabilité de mes clients, tu vois. En vrai, les gens, ils suivaient pas la formation, je m'en foutais, tu vois. Là, j'essaie tellement d'apporter de la valeur dans ce que je fais. Mon objectif, c'est que les personnes qui suivent ma formation, ils aient l'état d'esprit que j'ai, les compétences que j'ai pour faire quelque chose avec leur business et atteindre un cap de chiffre d'affaires, tu vois. C'est-à-dire que je veux qu'ils arrivent, comme moi, à atteindre les 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, vers 100 000 euros s'il faut, tu vois. Et quand t'es focus sur ça, en fait, t'es focus sur ton client. Et en fait, si t'es focus sur ton client et sur ses objectifs, tu peux pas rater. Impossible. Alors que quand t'es focus que sur toi et que sur l'argent, sur ton chiffre d'affaires à toi tous les mois, oui, mais tu vois, quand tu gagnes pas d'argent, c'est difficile d'être là-dedans. Ouais, mais je suis d'accord, mais si tu gagnes pas d'argent, est-ce que c'est de la faute de ton client ou c'est de ta faute à toi, tu vois? C'est ça la question, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, si je disais, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir au téléphone, qui m'a demandé des conseillères, qui fait un marché très compliqué, tu vois. En vrai, personne n'achète ça, hein, tu vois. En fait, il me dit oui, mais c'est un truc que j'aime bien. Je dis, ok, tu choisis le truc que t'aimes bien ou tu choisis l'argent. Genre, il y a pas, ou alors t'essaies de construire un truc avec les choses avec ce truc-là. Par exemple, la vidéo, ça cartonne. Quelques années, ça cartonnait pas. Est-ce que tu vas choisir d'aller faire de la vidéo si personne n'en veut, tu vois? Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'ego aussi de se dire, ok, ça marche pas, franchement, j'arrête, je vais essayer de trouver autre chose et tout. Comme toi, je crois que tu faisais du théâtre à un moment. La danse, ouais. La danse, ouais. Voilà, tu te dis, est-ce que c'est la vie que je veux, tu vois? Est-ce que c'est un truc, tu vois, en fait, c'est, moment où t'es obligé de laisser des choses que t'aimes pour pouvoir aller, c'est pas toi qui décides, en fait. J'ai une question pour toi par rapport à ce que tu viens de dire. Si demain on te propose un poste de salarié pour avoir la même life que t'as aujourd'hui, tu prends? Ouais, je vois où tu m'amènes avec cette question. Non, mais en fait, tu disais, pour moi, le fait d'être un entrepreneur, tu vois, c'est pas une vocation, c'est l'état dans lequel je suis, et voilà, tu sais, c'est un peu une espèce de conséquence de décision que t'as pris, mais tu vois, t'étais aussi en train de dire que aujourd'hui, toi, ce que t'aimes, c'est l'écriture, passer du temps, blablabla. Ok, demain, il y a une boîte qui te dit, admettons, il y a pas Scalesia, hein. Admettons, il y a pas Scalesia.
Admettons, il y a pas Scalesia, mais du coup, il y a une boîte qui vient te voir et qui te dit, OK, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire du contenu toute la journée, on ne te prendra pas la tête, voilà. Même salaire. Le problème, c'est que moi, même au sein de ma propre boîte, j'ai un problème avec l'autorité. Ah ouais. Vraiment. C'est-à-dire que même ma propre autorité Ouais, j'allais poser la question. Ouais. me casse la tête. C'est-à-dire que par moment, je me retrouve à m'infliger des trucs. Et je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et en fait, je m'auto-révolte. C'est débile, et donc, en fait, j'ai peur. J'ai jamais été salarié en tant que tel, à part pour des jobs étudiants. Mais me connaissant là-dessus, en fait, ça me ferait peur. Je pense que ça me ferait peur. Aujourd'hui, je me considère, je trouve ça plus confortable de me considérer comme inemployable et de me dire que c'est pas une option pour moi, quoi. Et juste avant de rebondir sur une question, je te retourne la question d'ailleurs. Si moi, je pourrais redevenir salarié? Ouais. Bah, moi aussi. En fait, le truc, c'est... ça a vraiment été aussi la découverte en devenant entrepreneur. Tu vois, moi, avant, j'étais chez Germinal. Franchement, je m'entendais super bien avec les fondateurs. Je kiffais mon taf, etc., etc. Mais le fait de devenir entrepreneur, ça m'a permis de réaliser aussi un truc, c'est que, tu vois, en ce moment, pourquoi je pense que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi? Aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de responsabilités professionnellement. Je me suis jamais senti aussi serein. Et tu vois, c'est hyper paradoxal. Parce que tu pourrais te dire, bah, avec les responsabilités viennent aussi, tu vois, la charge mentale, etc., etc. En fait, j'avais beaucoup plus de charge mentale quand j'étais salarié, alors que dans les faits, j'avais quand même moins de responsabilités, tu vois. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est le fait d'avoir un manager. Le fait d'avoir un manager, je suis constamment... En fait, j'ai tellement... Ma conscience professionnelle est très développée, ce qui fait que à chaque fois que je faisais... qu'il fallait que je fasse du boulot, j'étais constamment en train de me dire, il faut que je fasse du bon boulot parce que il faut que je fasse du bon boulot, mais il faut aussi que je fasse du bon boulot au regard de mon manager. Et du coup, tu sais, c'est un peu une espèce de double pression. C'est un piège, ça. Que tu t'infliges. Ouais. Et quand il y a un truc qui fonctionne pas, et qui, en soi, ça peut très bien être pas de ta faute, tu vois, il y a pas de marché, il y a pas de machin, enfin, tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles, quand tu fais du business, il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais quand il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, je me disais, mince, machin, comment je vais pouvoir le dire, et j'espère que on va pas me prendre la tête et tout. Ouais. C'était horrible. Aujourd'hui, il y a un truc qui fonctionne pas. En fait, je fais mon analyse, next, tu vois, enfin. Tellement. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est la raison pour laquelle, théoriquement, j'ai rien contre le salariat, et en soi, demain, je pourrais tomber dans une boîte qui m'offre la vie dont je rêve et tu vois non mais tu vois un bon salaire qui me permet de travailler de chez moi, qui me permet de tu vois toutes les conditions qui sont réunies pour kiffer ma vie en soi très bien, mais je sais que ce rapport au management ça m'ajoute une charge mentale qui est inutile. Je rejoins à 300% sur ça, ouais, j'ai aussi vécu ça. Et aussi même le côté oui, on est une famille, il faut qu'on travaille, machin, tu restes jusqu'à 22h et le lendemain tu te réveilles à 8h alors qu'en fait c'est pas ta boîte, quoi. Et c'est vrai que là aujourd'hui quand t'es entrepreneur, tu fais une erreur, bah c'est toi, quoi, et puis tu t'assumes 100% les conséquences, exactement. C'est next. C'est vrai que ouais. Moi quand je me retrouve face à quelqu'un qui est dans une difficulté dans mes coachings, alors j'appelle pas ça des coachings mais des calls de consultation, j'ai développé un petit framework qui marche super bien et que je m'applique à moi-même aussi. Et j'applique au sein de la boîte, c'est le BIP, c'est besoin, inquiétude, implication, et ou l'inverse, et programme. En gros, c'est déjà mettre des mots sur le besoin. Tu vas poser des questions, etc. pour mettre des mots sur le besoin, vraiment le mettre en forme, le cartographier dans sa fonction. C'est-à-dire fonctionnellement, ok, c'est quoi le problème actuellement, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin de changer fonctionnellement. Ensuite, les inquiétudes que ça amène. Quelle émotion ça te génère? Dans quel état tu te sens aujourd'hui, en contraste avec avant la découverte ou avant la production de ce problème? Quelles sont les implications maintenant? Ok, là, ce problème-là, c'est quoi ses répercussions sur le reste? Déjà, c'est quoi le reste et quel est l'impact du truc? Donc vraiment pour comprendre un petit peu tout le cheminement du truc.
Et après, bah, une fois qu'on a tout ça, bah, on a compris le problème, on a compris ce que ça, dans quel état mental ça te met, dans quel état émotionnel ça te met, on a compris quels sont les impacts négatifs. Bah, maintenant, programme, on va faire un plan d'action et on va planifier ces actions-là dans le temps pour être sûr que tu résolves le problème. Et on va reverse engineer le truc, en fait. Et en fait, bah, à chaque fois, bah, ça permet quoi? Ça permet déjà de mettre en forme, donc désacraliser le problème. Une fois que tu l'as mis en forme, tu l'as interrogé, c'est bon, tu l'as un petit peu désossé. Donc, tu le fais descendre de son piédestal, en fait. Tu comprends toi-même ton propre état émotionnel. Donc, le fait de l'interroger, de le mettre en forme, pareil, ça t'apaise déjà. Ça te permet de te mettre en mode pas de côté, comme tu l'as dit. Les implications, bah, ça te permet de voir déjà un petit peu, bah, pareil, où ça en est, et ça te permet de voir potentiellement où sont les incendies. Et le plan d'action, bah, te permet d'opérationnaliser le truc, en fait, et d'y aller en mode serein parce que tu sais comment et dans quelle échelle de temps tu vas. Et genre, j'ai des clients qui en 45 minutes ont complètement shift, sont arrivés au début du call, étaient en mode détresse complète, et à la fin, sont en mode serein, en mode ouais, j'y vais, je cartonne tout, et m'envoient un message 2 semaines après, une semaine après, pour me dire ouais, mais ça a tout changé, quoi. Trop bien. Et ce framework, je suis trop content de l'avoir trouvé. Puis, ben, en fait, tu vois, quand t'es en détresse, les pensées, elles vont dans tous les sens. Le fait d'avoir ce cadre, tu vois, c'est un truc que tu disais au début, le fait de poser le cadre. Ok, c'est bon, j'ai bien tout repositionné, j'ai les idées claires, j'ai mon plan d'action, ça avance, tu vois. Ça, c'est hyper important. Exactement. Plein de, enfin, vous parliez du coaching la dernière fois, mais enfin, des trucs de coach, etc. T'as plein de clubs d'entrepreneurs que tu peux rejoindre. Bon, c'est un petit peu cher, mais c'est 20 000 euros, je crois, par mois. Je crois que c'est Collignon, je crois, qui fait comme ça. Je crois que c'est un entrepreneur qui réunit t'as le 6-7, le 7-8. Donc, le 6-7, c'est les chiffres que tu fais, quoi, de 100 000 à 1 million, quoi. Après, t'as le 7-8, c'est des trucs un peu plus, un peu plus costaud, quoi, voilà. Et du coup, tu rencontres des entrepreneurs et en fait, ils te poussent, tu vois, bah voilà, tu vois, là, t'as peur de recruter, mais t'es trop con, regarde si tu recrutes, regarde, moi, j'ai recruté, regarde ce que ça m'a amené, regarde ce que ça m'a fait, regarde là où j'en suis, j'étais comme toi, je ressentais les mêmes émotions que toi, vas-y, fais-le. Et en fait, ça te pousse tout le temps, à chaque nouvelle réunion, ça te pousse à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, quoi. Et moi, du coup, par rapport au coaching, là, vous faites tous les deux coaching, moi, je suis plus en mode méditation, j'écoute plus moi, mon intérieur, tu vois, genre tout seul, en mode qu'est-ce qui dans ma journée va me saouler, ou qu'est-ce qui dans ma journée m'a saoulé, et comment est-ce que je peux soit améliorer les choses qui me saoulent, qui me frustrent, soit me dégager le temps, ou par exemple l'énergie, donner mon énergie ailleurs que sur quelque chose. Tu vois, transvaser, par exemple, le support, typiquement, j'ai eu la révélation pendant une séance de méditation, tu vois, où en fait, à la fin de la journée, j'étais en train de me poser, tu vois, en train de méditer, et je me suis dit, putain, mais en fait, là, je sens une pression, tu vois, et je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est impossible. Du coup, j'ai pris rendez-vous, là, la semaine prochaine, avec des assistantes pour pouvoir m'aider sur ce truc-là. Et pareil pour quand j'avais peur d'aller aborder les gens, tu vois. C'est un truc, je peux pas vivre comme ça toute ma vie, quoi. Je peux pas vivre dans la peur toute ma vie d'aller parler à des gens, c'est pas possible. Et voilà, moi c'est comme ça que je m'aide. Et la deuxième chose sur le coaching, moi c'est par rapport à toutes les souffrances, enfin tout le succès est lié à une succession de sacrifices, tu vois. Et je pense que ouais, j'avais vu une phrase la dernière fois, hier, qui expliquait quand tu dis le succès, c'est un peu comme quand tu tombes enceinte, tout le monde te dit bravo, bravo, mais personne ne sait le nombre de fois où tu t'es fait niquer. Tu vois, c'est genre, en gros, tu te prends des taquets toute ta vie, enfin pendant tout le temps. Et c'est souvent quand t'es dans la période de down, tu vois, où tu te dis, soit tu dis non, je vais bien, soit tu rentres dans la souffrance, tu l'intériorises et t'essayes de faire quelque chose avec, tu vois. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai entrepris d'ailleurs, moi, tu vois, pendant le Covid. Les 3 mois seul chez moi dans mon appartement, ça m'a dit ok, en fait là ma vie ça va pas du tout, quoi, tu vois. Oui, j'ai voulu voyager, j'ai voulu gagner mon business, le salariat pareil. Moi les managers qui te demandent pourquoi tu postes sur ton groupe ton post sur ton profil LinkedIn personnel plutôt que le profil LinkedIn de la boîte, tu vois, ou en mode tiens bah tu vas m'analyser les deux. Non, ouais, ça y est, genre laisse-moi faire les erreurs que je veux, tu vois, et on en reparle. Voilà, mais surtout quand t'as une conscience professionnelle et que tu fais les choses avec une vision business. Tu sais, quand on remet en question tes initiatives alors que tu les fais vraiment dans une optique de développer le business et pas, tu vois, dans une optique débile. Mais je pense que c'est moi, frustrant, tu vois, j'ai rencontré un futur un ex CEO que j'avais, avec lequel j'ai bossé, qui est devenu multimillionnaire, qui a vendu sa boîte et tout.
On allait déjeuner ensemble et il m'a dit un truc. Il m'a dit, Kevin, t'es la personne la plus exceptionnelle avec laquelle j'ai travaillé. Je lui dis, t'es un bâtard de me dire ça. Il me demande pourquoi, c'est un compliment, etc. Tu devrais bien le prendre. Je fais, en fait, j'ai bossé avec toi pendant 1 an et demi, tu me l'as jamais dit. Jamais dit. Pourtant, j'arrivais à 7h du mat, je terminais à 8h et tout. Genre, tu m'as jamais dit que j'étais exceptionnel, tu vois. Et je lui dis pourquoi. Il m'a dit, parce que Kevin, il y a toujours qu'un seul patron dans une boîte. Et là, j'ai eu une espèce de vrille mentale où effectivement, tu dis à quelqu'un qu'il est exceptionnel. Et moi, ça arrivait très souvent avec les personnes avec lesquelles j'ai voulu m'associer. Où en fait, tu sais, je t'avais raconté sur certaines personnes où j'ai fait passer de 0 à 1 en termes de confiance, tu vois, en mode, t'es capable, regarde, t'as réussi à faire 3 000 € aujourd'hui, tu vois. Et quand t'arrives à comprendre que t'es capable de le faire seul, pourquoi tu vas t'emmerder à être avec quelqu'un, tu vois? C'est ça la vraie question. Jusqu'à où tu mets le degré, moi, je connais des salariés extraordinairement intelligents, extraordinairement capables de faire des choses même mieux que moi, tu vois. Sauf qu'en fait, ils en ont pas conscience. Et comment est-ce que t'allumes la flamme dans ces gens-là, tu sais? Il va nous dire. Lui, il a des salariés. Ouais. Mais c'est ça. Est-ce que c'est pas frustrant, aussi de voir que t'as quelqu'un en face de toi qui bosse avec toi, qui se donne comme un acharné, tu vois, qui a fait, toi par exemple chez Germinal, t'as fait du gros taf aussi, tu vois. Je sais pas si t'étais salarié ou associé. Moi, ça me frustrerait de voir quelqu'un et que ça me rappellerait un peu moi, tu vois, dans les anciennes boîtes dans lesquelles j'ai bossé, où le mec se donne et tout, et tu sais qu'il est capable de faire quelque chose, et pourtant tu l'enfermes dans un truc, tu vois. Enfin, tu l'enfermes pas, mais enfin, tu l'utilises jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il est capable de faire des trucs extraordinaires, tu vois. Moi, c'est ce rapport, et c'est pour ça que je pense que le soloprenariat, quand t'es dans ce mindset-là, moi, c'est mon mindset, tu vois, en vrai, dans le solo. C'est comme ça que je vois le salariat. C'est pour ça que je disais la dernière fois, tout le monde est capable de faire 10 000 € par mois, tout le monde est capable de trouver des clients. Faut arrêter un petit peu si t'arrives à avoir un gros mindset et à remettre en question tout le temps ton modèle, trouver des nouvelles manières de faire du business. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas des trucs de génie, tu vois. Faut arrêter un petit peu. Désacraliser l'entrepreneuriat et c'est de dire c'est un truc normal, quoi, chill, tu vois, vas-y, teste et tu verras bien. Et pourtant, c'est un truc très compliqué, tu vois. T'as un rapport de force entre le salariat et l'entrepreneuriat qui moi, me dérange. C'est pour ça que je pense que le soloprenariat est une nouvelle porte qui s'ouvre, un gros fuck you, tu vois, au salariat en disant, maintenant, je choisis ma vie, tu vois, et je vais réussir à faire les choses que j'ai envie de faire depuis le début. T'as envie d'intervenir sur ça? Moi, j'ai envie qu'il intervienne sur ça. C'est lui qui veut. Il te pousse. C'est lui qui veut. Toi, t'as commencé comme ça, d'ailleurs, en vrai. Ouais, clairement. Moi, ça a été un peu particulier, mais il y a moi, je vois vraiment le truc comme comme une maïeutique dans le sens très socratien du terme. C'est-à-dire, à un moment donné, comme tu l'as dit, ça doit venir de la personne, mais tu ne peux pas, tu peux l'accompagner, mais tu peux pas faire, toi-même péter l'étincelle. Ouais. T'es obligé à un moment donné, d'être un accompagnant. T'as pas d'autre choix, c'est ton seul levier, en fait. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de réunir des gens que je considère talentueux. Et en fait, je vais leur donner un cadre avant tout, mais un cadre propice à ça, en fait, et leur laisser le temps qu'il faut. Et en général, les choses finissent toujours par se décanter. Mais par contre, je les mets dans une position qui fait qu'à tout moment, en fait, ils sont jamais en situation d'échec. C'est-à-dire, moi j'ai en tête la trajectoire potentielle, donc ce vers quoi ils peuvent cheminer, comment est-ce qu'ils peuvent faire évoluer leur cadre. Mais par contre, je vais pas forcément, je vais les mettre dans un cadre de départ qui fait que quoi qu'il arrive, en fait, ils vont être dans une situation de réussite. En mode, voilà, ils ont des objectifs qui sont atteignables pour eux à l'instant T. Ils ont des attentes qui sont claires. Je vais formuler des attentes, des objectifs clairs. On va co-définir, etc. De sorte que, à tout moment, en fait, ils sont dans une situation de se dire, ok, j'en suis capable. Pourquoi? Parce que je suis en train de le faire. Et petit à petit, en fait, leur faire prendre conscience. Mais sauf que tout en sachant que je peux pas moi-même les faire éclore, les faire évoluer vers leur next step, en fait. Et je te donne un exemple très concret. C'est par exemple Jules, qui était à votre place là il y a quelques jours. Qui est arrivé, qui était salarié, qui est arrivé en tant que business stratégiste. Croisé à Nice d'ailleurs par hasard dans un bar. Ouais, exactement. Quelques années. Tu croises tout le monde, toi. Ouais, c'était énorme.
et qui, en quelques mois, en fait, s'est complètement révélé, a complètement révélé son talent qui est énorme, et est devenu Head of Sales, qui a tout pété en tant que Head of Sales, qui aujourd'hui, est devenu associé, et qui continue de faire, et continue de progresser. En fait, là, on est dans le cas d'une vraie éclosion, mais sauf que, clairement, moi, j'y suis pour rien, quoi. Enfin, à un moment donné, ça serait complètement égotique de ma part que de dire que j'y suis pour quoi que ce soit d'autre que d'avoir misé sur lui et de lui avoir donné le cadre qui lui a permis de. Et en fait, pour moi, le cadre, c'est quoi? C'est quels sont les objectifs que tu donnes à la personne. Donc, c'est-à-dire suffisamment ambitieux pour être challengeant, mais suffisamment atteignable pour ne pas les mettre en situation d'échec. En tout cas, pas systématiquement. C'est-à-dire que l'échec soit analysable, soit exploitable. Et après, c'est des valeurs et des heuristiques. C'est-à-dire, nous, nos valeurs chez Skelesia, c'est autonomie totale. C'est ownership, dans le sens, tu parles des grosses mindsets, tu cherches à toujours progresser. T'as la responsabilité de ton autonomie et de ton liberté. Exactement. Et après, bienveillance, générosité. En gros. Voilà, je vous la fais très courte. Et en fait, le truc, c'est que, au sein de ce cadre-là, les gens qui fit avec ce modèle, qui s'épanouissent dans ce cadre, ne peuvent que continuer de l'étendre, en fait, ce cadre. Mais ça, par contre, le truc, c'est que chacun son timing, quoi. Et pour moi, il y a pas de management, il y a pas de modèle managérial miracle qui fait que les gens vont péter ou quoi, tu vois. Et vont éclore. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on verbalise beaucoup. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, nous, on a deux éventualités, deux cheminements, en fait, hypothétiques vers lesquels notre collaboration pourrait cheminer. C'est ce qu'on dit à chaque recrutement. Soit tu continues à bosser avec nous ad vitam aeternum parce que juste t'as trouvé ta place, genre c'est la boîte de ta life, et pour rien au monde t'irais bosser ailleurs, et tu veux continuer de progresser avec nous et continuer de faire du sale et trop bien. Soit tu nous quittes. Et c'est un déchirement pour tout le monde parce qu'on s'adore, parce que t'as une envie profonde de monter ta boîte. Lesquelles personnes tu recrutes au final? Tu préfères le premier ou le deuxième cas? Parce que par deux. exemple, dans Germinal. Non, les deux. Ouais, les deux. Enfin, et en fait, même eux, à ce moment-là, personne n'est, à l'instant T, personne n'est en mesure de verbaliser le truc et de dire, ouais, bon, moi, ce sera ça. Ouais. Ça dépend, ils ont pas encore bossé avec nous, etc. Mais par contre, nous, ce qu'on leur dit, c'est à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on veut pas de quelqu'un qui va, et on le dit clairement, nous, on veut pas de quelqu'un qui va bosser avec nous 1 an, 2 ans, enfin, qui a déjà en tête de bosser avec nous 1 an, 2 ans pour ensuite aller bosser ailleurs. Ok. Donc ça, c'est une question que tu poses en entretien, par exemple, ou... Ouais, ce qu'on leur dit clairement. On leur dit, nous, notre objectif, c'est qu'on soit ta dernière boîte. D'accord. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Une putain d'ambition. Ouais. Pour l'instant, pour l'instant, le truc, c'est que le fait de verbaliser ça marche, parce que là, aujourd'hui, on est 25. On a eu 0 turnover. Ouais. On a eu 0 départ. Dingue ça. Et tout le monde est à fond, et t'en as pas un seul, et on revalide ça régulièrement. Et là, on était en ski la semaine dernière, on revalide ça avec tout le monde. Tout le monde disait, mais je suis à fond, quoi. Je suis vraiment à fond. Pourquoi? Parce que le cadre a été fixé dès le départ et on a directement mis des termes, en fait, sur notre ambition. Tu leur donnes un peu de ta boîte, quoi. Tu leur donnes un peu de ton rêve, quoi. C'est ce que fait très bien Guillaume Moubèche aussi. J'ai écouté l'interview que vous avez fait ensemble. Ouais. Lui, il arrive à vraiment faire des talents aussi dans ses boîtes, c'est ouf. Il fait un peu la stratégie Germinal aussi que vous avez fait un moment avec Nina, tous les gens qui sont arrivés en machine de guerre sur les réseaux. Toi, comment t'avais géré ça d'ailleurs sur Germinal? C'était comment en interne? Vous avez poussé aussi les gens à... Non, en fait, il y a eu différentes phases. Stratégie Avengers, quoi. C'était... Oui. En gros, tu voulais créer des Avengers, quoi. En fait, après, tu vois, il y a eu quand même un sujet à un moment donné sur cette stratégie Avengers, c'était que c'est Grégoire qui a vraiment explosé. Ouais. Mais il y a eu un moment donné où il y a eu la grosse question de business incarné ou pas, tu vois. Notamment par son fondateur. Et en fait, pour Grégoire, tu vois, c'était hors de question d'avoir un business incarné par lui. Parce qu'en fait, ça crée des situations hyper bizarres où t'as des prospects qui débarquent et ils veulent parler à personne à part Grégoire. Et Grégoire, en fait, il dit, moi, je suis moins bon que les personnes à qui tu vas t'adresser, en fait.
Donc oui, je comprends, je suis visible sur les réseaux et tout, mais t'es en train de te tirer une balle dans le pied et moi, c'est pas mon job, tu vois. Donc Pas le time. voilà. Et donc tu vois, c'est ça qui a motivé le fait de se lancer là-dedans. Et après, ben moi, je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé à avoir un peu de l'audience. Il y a eu Alain qui a fait un peu ça et qui a eu un peu d'audience. Et donc naturellement, après, t'as la preuve que ça peut marcher pour d'autres personnes que Grégoire. Et donc ça motive aussi d'autres personnes, tu vois, à aller là-dedans. Mais tu vois, c'est toujours ce truc de t'as besoin de te prouver que t'es capable d'y arriver. Et après, une fois que t'as eu la preuve, tu te dis, ok, bon bah je suis prêt à y passer du temps, etc. Là, c'était encore une fois un peu un sujet de barrière mentale. Mais du coup, Et comment est-ce que tu les gardes, ces gens, quand ils ont pris conscience, tu vois, que c'est ça le problème, tu vois. ça, c'est, je peux pas te dire, de toute façon. Je sais pas, je te demande. Tu vois, moi, je peux pas te dire parce que je pense au fond que moi, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Germinal. D'accord. Parce que moi aussi, j'ai eu cette prise de conscience. Ok. D'une certaine manière. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est cette sensation-là. Voilà. Mais c'est génial, en vrai, pour Grégoire, d'avoir révélé des gens comme ça. Moi, je serais hyper fier, tu vois. Mais tu vois, c'est aussi effectivement la difficulté constamment de se dire, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur, il faut que la personne, elle comprenne que c'est un talent parce qu'il faut la mettre dans une situation de confiance, etc. Mais il faut pas qu'elle comprenne trop que c'est un talent parce que sinon, en fait, elle va prendre des ailes, elle va partir, tu vois. Cette espèce d'équilibre qui est quand même un petit peu bizarre, tu vois, voilà. Mais je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport à Scalesia en fait, si tu veux quitter Scalesia, ce sera pour monter ta boîte. Petite anecdote, moi, le jour où j'ai appelé Grégoire pour lui dire, Grégoire, j'ai une nouvelle un peu particulière à t'annoncer parce que je quitte Germinal, sa première réaction, ça a été de me dire, c'est pour rejoindre une autre boîte? Je dis, non, c'est pour monter la mienne. Il me dit, ouf, franchement, j'aurais pas supporté, tu vois. Et ça a vraiment été sa première réaction, tu vois. Et tu vois, en fait, bon, moi, je me retrouve un petit peu entre les deux avec le modèle de collectif, où effectivement, une des raisons pour lesquelles j'aime le modèle de collectif, c'est justement parce que, en fait, les gens, ils sont libres à tout moment de partir, de venir, etc. Et du coup, en fait, le fait que ce soit qu'ils aient conscience que c'est des top talents, si moi, en fait, je viens leur apporter ce dont ils ont besoin, bah, ils vont venir bosser avec moi, en fait. Mais tu vois, ce sera hyper fait de manière hyper honnête, etc. Et ce sera pas parce qu'ils auront le sentiment, tu vois, d'être peut-être un peu coincés ou des choses comme ça. Ça fonctionne en freelancing. Ouais. Et du coup, le truc, c'est, tu vois, t'as des gens. Moi, en fait, il y a un truc, c'est j'amène du business, de manière hyper pragmatique. J'amène du business à des freelances. Il y en a, c'est des top talents. Ils détestent démarcher. Ils détestent closer. Ils détestent faire de l'admin. Et donc, en fait, c'est des top talents, ils le savent. Mais en fait, le fait d'être dans le collectif, moi, je vais pouvoir les appeler en leur disant, j'ai un client pour toi et tout, machin. Ça te dit, tu vas bosser avec telle et telle et telle personne. Et la personne est libre de dire, ouais, franchement, cool, ou, tu vois. Et du coup, c'est aussi ce que j'aime dans ce modèle-là, c'est que je trouve qu'il y a un peu un espèce de le meilleur des deux mondes. Et je trouve que ça amène aussi, tu vois, cette honnêteté que parfois certaines boîtes, elles peuvent pas bien avoir sur ce truc de, je te fais comprendre que t'es un talent pour te mettre en confiance, mais en même temps, je te le dis pas vraiment parce que j'ai peur que tu partes. En fait, là, le truc, c'est que on peut être 100% honnête et tu vois, ça posera absolument aucun problème. Avec ce qu'on est en train de dire, on est en train de mettre en péril le salariat, vous pensez? Non, moi, j'y crois pas. Moi, je pense que quelqu'un qui est en train d'écouter ce podcast va voir son patron demain et lui dire, est-ce que je suis exceptionnel? Moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je pense pas. Moi, je pense que de toute façon, à un moment donné, t'as quand même une distribution logique qui fait que demain, on pourra pas tous être entrepreneurs. Et tant mieux parce que les entrepreneurs, on est quand même des sacrés zozos, quoi. Oui, c'est très très bien qu'il y ait des salariés pour réparer nos conneries. Vous avez pas senti un avant-après, par exemple, quand vous fréquentiez vos potes après ou sur le fait de basculer sur l'entrepreneuriat? Ouais. Moi les gens, je sais pas toi, moi les gens ont mis, comment dire, moi c'est marrant, quand j'ai lancé mon truc, il a fallu que je me mette à avoir vraiment des signaux extérieurs de réussite pour que les gens commencent à s'intéresser à ce que je fais. Que je faisais. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, genre, les gens ne comprenaient pas et j'étais en mode. Même mes parents. Ouais, et je faisais un peu nimp, mais de toute façon, c'est Benoît, on le connaît, quoi. Enfin, on sait ce qu'il fait. Pareil. Voilà. Et maintenant, c'est en mode, les gens me renvoient des messages. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça se passe bien. Ouais, et le truc qui revient tout le temps, c'est,
ah, tu recrutes beaucoup en ce moment, et les gens se bloquent sur, c'est même pas le chiffre d'affaires, etc., et tant mieux. C'est vraiment, ah, vous êtes combien dans la boîte? Ah ouais, quand même, ça commence à faire et tout. Ouais. Et donc ouais, ça c'est un petit peu le chiffre que j'ai. Mais par contre, ouais, je suis persuadé, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis persuadé que de toute façon, enfin, genre, heureusement qu'il y a des salariés dans ma boîte pour réparer mes conneries. Autant que ça. Ah, mais c'est clair. Et heureusement qu'il y a des salariés, des gens cadrés, pour réparer les conneries des entrepreneurs, parce qu'on est des malades mentaux, enfin, de manière générale. Et, enfin, je le vois, enfin, ça, c'est consubstantiel d'une certaine, tendance à avoir une certaine tête brûlée, à prendre des risques et à voir les choses d'une telle manière, avec un tel goût pour le chaos, que imagine une société faite que d'entrepreneurs. Juste la société s'effondre en deux, quoi. Ouais. Et donc, par contre, je pense que la discussion qu'on est en train d'avoir, et moi j'espère que ça va amener énormément de salariés à se poser la question de est-ce que la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui me considère à ma juste valeur, et se dire qu'il y a d'autres boîtes qui peuvent leur apporter tout ce qu'il faut, que ce soit leur parce qu'ils décident d'entreprendre, que ce soit un collectif parce que ils décident de se lancer en freelance parce qu'ils réalisent qu'ils sont suffisamment bons pour s'en sortir en tant que freelance et tout péter, ou en tant que salarié, en se disant voilà, je vais aller valoriser mon talent ailleurs, quoi. Ouais. Ça, j'en suis persuadé, quoi. Enfin, je l'espère en tout cas. Alors moi je suis d'accord. Bon, déjà le truc le salariat disparaît et tout. Nous, on fait partie quand même d'un microcosme, tu vois. Ouais. Il faut quand même des gens pour faire de la mise en rayon dans les magasins dans lesquels on va acheter notre bouffe, tu vois, et eux, ils seront pas freelance. Bientôt avec l'IA, peut-être. On va Peut-être. voir. Mais en tout cas, tu vois, bon, si on reste dans notre microcosme où effectivement c'est possible d'être freelance, c'est possible d'être solopreneur, etc. En fait, pour moi, il y a vraiment le sujet de l'explosion du freelancing, etc. Ça rabat juste les cartes sur le fait que, en tant que salarié, j'espère que ça te fait prendre conscience de à quel point en réalité c'est possible le freelancing, l'entrepreneuriat. Et du coup, ça rabat aussi les cartes de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est quoi le projet dans lequel j'ai envie de m'investir? Je pense qu'il y a, pendant très longtemps, il y a des gens qui se sont absolument pas posé la question freelancing, enfin, tu vois, freelancing, entrepreneuriat ou salariat, c'est le salariat par défaut. Et parce que c'est le salariat par défaut, t'as plein de gens qui se sont investis dans des boîtes, partagent pas les valeurs, ils croient pas au projet, etc., etc. Mais c'est juste parce que c'est le modèle par défaut. Le fait d'ouvrir, tu vois, le fait de rendre plus facile l'entrepreneuriat, solopreneuriat, le freelancing, etc. Moi, j'espère simplement que ça va permettre à des personnes juste de pouvoir se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, je suis dans un projet qui me convient pas, etc., etc. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que les entrepreneurs qui ont besoin de salariés vont devoir retravailler sur des projets qui font sens pour les gens. Totalement. Ouais. Tu vois, et du coup, vraiment travailler sur les projets qui font sens pour les gens. Après, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est le côté un peu tête brûlée, risque, etc. Et bon, c'est pas pour défendre absolument, tu vois, mon truc avec le modèle de collectif, etc. Mais moi, ma croyance, c'est que demain, quelqu'un qui est pas bien dans son boulot, qui se sent pas d'être 100% entrepreneur, etc. Et ben, tu vois, il y a un peu cette espèce de, parce que j'ai besoin de sécurité, tu vois, j'ai besoin d'un cadre, etc., etc. C'est là où tu vois des modèles un peu alternatifs comme le modèle de collectif, c'est bon, bah, je vais me lancer en solo, mais en même temps, je vais avoir cette sécurité du collectif qui va m'amener du business, avec qui je vais pouvoir travailler. Toutes les plateformes, mais je vais avoir cette liberté de dire, moi, cette semaine, la semaine prochaine, j'ai pas envie de bosser. Ça, c'est possible. Nous, ça nous arrive. Il y a des gens, la semaine pro, je suis en vacances. Ok, de toute façon, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ouais, vas-y. Et du coup, tu vois, je pense que c'est pour ça, enfin, moi, c'est ce que je crois fondamentalement dans le modèle de collectif, c'est que les personnes qui se retrouvent pas dans les boîtes dans lesquelles ils bossent, mais ils ont peur de se lancer en entrepreneur, qui vont quand même avoir la confiance de s'extirper de la boîte dans laquelle ils sont pas du tout à l'aise pour se dire, en fait, j'ai quand même de la sécurité avec des modèles alternatifs comme le collectif. Mais voilà. Moi, je trouve on est une génération de dingues, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Enfin, en vrai, quand on compare la génération de nos parents, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on avait qu'un seul schéma. Salariat, tu vois. Ou alors les entrepreneurs, c'est souvent les élites, quoi. Tu vois, c'était vraiment accessible à des élites. Et je trouve que ce qui est flippant dans notre génération, en tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression d'ouvrir la porte un peu, tu vois, à ce
qu'il est possible de faire en tant que solopreneur, le freelancing, les agences, tu vois, genre un peu comme toi aussi, les modèles que tu choisis. Et je pense qu'on en a encore plein des modèles à réinventer, surtout avec l'IA qui va arriver dans pas longtemps, tu vois. Et d'un côté, c'est flippant, mais quand tu vois, t'avais interviewé gamin de 19 ans, là, j'ai un trou. Théo, ouais. Il a 16 ans. 16 ans. Il y a 16 ans, quoi. C'est incroyable. Même Célian, qui a 19 ans, qui monte sa boîte, qui fait pratiquement 10 000 euros par mois. C'est extraordinaire. Nous, on avait à l'époque les vidéos de The Family qui nous ont inspirés sur l'entrepreneuriat, sur l'évangélisation, etc. Mais en fait, il y a aussi une grosse porte qu'on est en train d'ouvrir sur les modèles différents qui fonctionnent et qui peuvent être inventés, qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, etc. Tu vois. Et je trouve que c'est là, on arrive dans une ère où tout est possible, quoi, en fait. Tu vois, t'as des business comme le mien qui peuvent tourner tout seul. T'as des business comme toi où tu peux déléguer, trouver des clients, trouver un modèle hyper intéressant pour travailler avec des freelances et trouver ta liberté. Un modèle comme toi, t'arrives à te retrouver dans une équipe. Enfin, c'est dingue. T'as tout à réinventer, quoi. C'est clair. Et ça fait flipper aussi. Un petit peu. Parce que t'avances dans le noir, en fait. Tu vois. On est dans un tunnel. Ouais. Et tu sais pas, tu vas peut-être te prendre un mur de main. C'est ça qui est flippant, finalement. Ouais, mais c'est ça qui fait partie du charme du game aussi, quoi. Ouais. Et j'avais une dernière question. Il nous reste quelques minutes là avant de rendre l'antenne. Il y a quelques jours, j'ai rencontré du monde, parce que ça m'arrive. On a fait une petite Il a marché dans la rue. J'ai marché dans la rue. J'ai fait une petite conférence sur le positionnement. C'était super intéressant. Et dans l'audience, après, j'ai discuté un petit peu avec le monde et tout. Et il y a un type qui est venu. On m'a dit, ouais, j'ai 22 ans. Je suis en grosse galère. Je veux entreprendre. Je me définis comme un entrepreneur, mais là, je suis en grosse galère. Et il faut absolument que je trouve 5 000 euros dans les 5 prochains jours. Comment, genre, aide-moi, quoi. Je te donne mon problème. Il m'a dit, voilà, j'ai telle compétence. Je suis chaud en copywriting, je suis chaud en IA, je suis chaud en prompt IA dans le sens prompt engineering. Et qu'est-ce que je peux faire? Ça m'intéresse d'avoir votre take là en quelques minutes sur qu'est-ce que vous lui auriez répondu, et si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Moi, ce que je ferais, c'est très simple. En 5 jours, hein. En 5 jours. Même en 2 jours, s'il faut. Non, pour moi, c'est plutôt facile tu repères un problème de quelqu'un et tu lui apportes une solution, tu vois. On en parlait tout à l'heure, en fait. Ou même moi, tu m'envoies un message où, tu vois, il y a mon monteur vidéo, qui m'a envoyé un message sur LinkedIn en me disant Hello Kevin, j'ai repris une de tes vidéos de ton podcast, voilà le résultat. Je reçois plusieurs des messages comme ça. Ouais. Et le résultat, il avait monté ma vidéo, il avait bossé gratuitement, tu vois, au début pour avoir ma vidéo. Pareil, j'ai un mec qui est venu me voir, qui m'a dit Kevin, j'adore ce que tu fais, viens on traduit tes cours en anglais. Demandé une misère pour traduire mes cours en anglais alors que j'ai plus de 50 heures de cours, tu vois. Et il sait, en fait, que si je traduis mes cours en anglais, je peux aller potentiellement découvrir un autre marché. Le mec qui sait que s'il monte mes vidéos, je peux les poster sur d'autres réseaux que LinkedIn et du coup étendre mon marché. Et donc, en fait, quand tu apportes de la valeur aux gens, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même de la VA, tu vois. Je t'ai dit, par exemple, que je cherchais du virtual assistant. Tu sais que tu commences à être débordé dans le support, tu vois. Tu repères. Enfin, pour moi, l'intelligence de l'entrepreneuriat, c'est repérer les opportunités, tu vois. Business. Faire de l'argent rapidement sans avoir besoin de dépenser de temps. Tu vois, c'est l'objectif. Aujourd'hui, tu as des outils en plus qui existent qui te permettent de monter tes vidéos automatiquement. Enfin bref, sois plus malin que les autres, tu vois. C'est pour ça que moi, ma phrase, c'est contourne les systèmes, c'est essayer de créer un business pour pouvoir faire mieux que les autres, plus rapidement et gagner plus d'argent. Moi, c'est ça que je ferais. J'essaierais dans un premier temps d'essayer de voir comment est-ce que je peux aider quelqu'un que j'aime bien, qui a un business qui tourne, parce que je sais qu'il a de l'argent, lui apporter une solution. Par exemple, tu vois, ça peut être n'importe quoi, hein. Je te donne un autre exemple. Tiens, j'ai vu que tu avais plein d'alumni d'élèves dans ta formation. Viens, je t'aide à organiser un événement en privé à Paris. Tu vois. Viens, on les réunit tous en un endroit et je t'organise tout le lieu, etc. Bam, c'est 4000 balles. Tu vas recevoir plusieurs messages. Non, mais en vrai, j'y pense pas. Tu vois, c'est une idée que je te donne comme ça, mais en vrai, ça pourrait être intéressant. Tu vois, de connecter tous les gens en même temps. Tiens, j'ai parlé à Jordan, j'ai parlé à Benoît, j'adore ce que vous faites. Venez, on fait un podcast ensemble, tu vois. Ça vous coûte 2000. Vous le faites, pourquoi pas, tu vois.
Ça va augmenter votre visibilité. Tiens, vous avez un événement, viens, je vous organise un événement payant, tous les 3. C'est moi qui m'occupe de tout. L'acquisition, machin. Enfin, tu vois, à partir du moment où tu arrives et que tu proposes une solution qui permet à quelqu'un de gagner de l'argent, gagner du temps, ou être en meilleure santé, potentiellement, un coach sportif qui voit que je vais à la salle de sport et qui me dit « Kevin, tu fais de la merde, je te recommande de faire ça », voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas hésiter pour moi à donner du contenu gratuit à quelqu'un ou d'aider quelqu'un gratuitement. Ce qu'a beaucoup fait Guillaume Moubèche, par exemple, pendant qu'il bossait à Station F. Il aidait pratiquement toutes les boîtes de Station F. Ce qui fait qu'après, les boîtes ont été redevables quand elles ont commencé à fonctionner. Je pense notamment à Phantom Buster qui a fait une intégration dès le début avec Lemlist, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas, Lemlist, c'est un outil d'envoi d'emailing et Phantom Buster, c'est un outil d'automatisation. Et en fait, si tu vas aider Benoît, ou si tu vas faire le logo de Benoît, ou si tu vas faire, tu vois, ce genre de truc, tu vas être redevable. Du coup, tu vas leur apporter des clients. Moi, ça me dérange. J'ai aucun problème à aider quelqu'un qui m'a donné une valeur, quoi. Qui dit, tiens, regarde, on est dans un jeu de cartes tous les deux. On a fait ce post LinkedIn. Après, derrière, le business, il était un peu compliqué, mais ça pourrait être intéressant de dire, bah voilà, je construis des jeux de cartes pour les entrepreneurs, tu vois. Ça aurait pu être un positionnement intéressant. Voilà. Première, identifier un problème, apporter une solution. Deuxième, pas hésiter à faire du gratuit pour trouver des clients plus rapidement parce que ça fait un effet de levier de dingue, quoi. Moi, je trouve que, alors, t'as vraiment pris l'angle entrepreneurial et je suis d'accord avec toi. Surtout le côté gratuit. Alors après, il y a un truc en fait, tu t'as expliqué, mais t'as pas dit le mot, mais c'est le côté clé en main. Ouais. C'est vraiment le truc. Si t'as besoin de faire de l'argent rapidement, voilà, et que en fait le côté, tiens, je t'ai fait une vidéo, si tu veux, je t'en fais 100. C'est le côté clé en main. En fait, c'est je dis oui, je paye la facture. Ouais. La deadline, c'est tu vois, c'est oui, non, et next. même au-delà de ça, c'est genre, moi, il me l'avait facturé pour 500 €. Donc, je suis bête de dire non. Tu vois? Mais oui. Alors, je me sentirais stupide d'être passé à côté de cette opportunité. Bien sûr. Et l'événement, tu vois, genre, oui, on organise un événement et tout. T'as rien à faire, tu te pointes, les gens, ils sont invités. Exactement. On leur a donné des news, etc. Tu vois, ce côté vraiment très clé en main. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui peut te permettre d'activer des oui très rapidement. Parce qu'en fait, si ton offre, elle est vraiment canon, en fait, tu vas pas avoir à prendre la personne en call, mais attends, je veux comprendre les contours du truc et tout. Non, mais il y a pas de contours, je fais tout, en fait, tu vois. Exactement. Il y a pas besoin de discuter. C'est le $100 million d'Alex Ramsey qui des no-brainer, quoi. Ouais, voilà. No-brainer avec le moins d'efforts possible de l'autre côté. Exactement. Et donc, tu vois, travailler sur une offre où vraiment la personne, c'est un oui, un non, il y a pas de discussion et c'est évidemment un oui parce que de toute façon, c'est de la folie, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment le premier truc. Et tu vois, l'avantage d'un événement, par exemple, c'est que si tu as besoin de l'argent dans les 5 prochains jours, bah, tu peux dire, bah, je vais te demander un acompte. Et puis, de toute façon, l'événement, tu vas pas le produire dans les 5 jours, tu vois, tu vas peut-être le produire dans 3 mois. Donc, tu demandes un acompte, ça y est, t'as l'argent aujourd'hui, puis tu développes l'événement, etc. Bref. Après, moi, je propose une autre approche. Donc, c'est de l'argent que ça va prendre un petit peu plus de 5 jours. Donc, je triche un petit peu. Mais la vente, c'est quand même un exercice particulier, tu vois, l'outbound, là, en fait, toi, il y a quand même le prérequis, c'est que la personne, elle va venir te contacter, elle va oser te contacter. Ça, il y en a, ils osent pas. Ils osent pas, tu vois, contacter. Si jamais les personnes, elles osent vraiment pas, bah, où est-ce qu'elle se situe la demande naturelle? Bah, tu vois, t'as notamment des plateformes de freelancing. Tu vois, des Malte, etc., Upwork, peu importe, où t'as déjà de la demande naturellement, tu vois, qui est en train d'être drivée sur ces trucs-là. Donc, s'il y a de la demande qui est drivée sur ces trucs-là, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont beaucoup plus monétisables que d'autres. Et donc, en fait, moi, je pense que l'opportunité, c'est vraiment de se spécialiser sur des tout petits trucs. Et je donne cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai donné à quelqu'un cette semaine. Donc, voilà, mais c'est les intégrateurs Webflow. Les intégrateurs Webflow, en ce moment, ils ont du boulot. Ok, c'est intéressant. Les intégrateurs Webflow, en ce moment, ils ont du boulot. Je pense que les intégrateurs Make, tu vois, qui font de l'automation, etc., je pense qu'ils ont du boulot. Et tu vois, tu sais, t'as des espèces de petites, t'as des compétences comme ça où si naturellement, toi, tu vas te mettre sur ces plateformes, t'es capable de valoriser un espèce de book, c'est-à-dire tu fais quelques landing pages pour donner l'exemple, elles sont un peu canon, etc., naturellement, tu devrais pouvoir driver ça. Et j'ai l'exemple, c'est Clément,
que je salue, qui a été un salarié chez Germinal, 18 ans, il venait d'avoir le bac, il a tenté de monter une boîte, ça n'a pas marché, etc. Il postule chez Germinal. C'est tellement what the fuck comme situation, tu vois, qu'un gars, il est 18 ans, il a à peine le bac, il postule chez Germinal, et puis il écrit à Grégoire et tout, Je me machin. rappelle de cette Il avait histoire, fait je une crois. vidéo à l'époque là Ouais, je crois qu'il avait fait une pour vidéo. postuler. Non, pas lui. Non, c'est pas lui. Ça, c'était un stagiaire, ouais. Ça, c'était quelqu'un qui avait voulu faire un stage et on prenait pas de stagiaire à ce moment-là, donc on n'avait pas pu le prendre. Et du coup, Grégoire, il avait trouvé ça tellement what the fuck qu'il s'était dit, je vais quand même l'aider. Et donc, il avait partagé la candidature en disant, regardez le gars, voilà. Clément, c'est autre chose. Grégoire lui dit, bah écoute, je t'accorde un moment, tu vois. Et Clément, il a débarqué. Grégoire lui a dit, bah qu'est-ce que t'as fait en fait dans ta vie, puisque bah voilà, t'as 18 ans et tout. Clément, il ouvre l'ordinateur et il lui dit, bah en fait, j'ai reproduit tout votre site web sur Webflow et puis j'ai rajouté des pages que je considérais manquantes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que. Ouais. Tu vois? Et tout le site était refait, page manquante, j'ai vu que vous aviez pas de page, on recrute et tout machin, j'ai rajouté cette page et tout machin. Ah ouais, mais le mec, il a déjà fait le taf, bien sûr, tu vas le payer. Eh oui, bien sûr, tu Bien donnes du sûr que gratuit. Grégoire, il Bah l'a oui, pris, tu vois. bien sûr. Bien sûr que Grégoire, il l'a pris. Au final, cette mentalité-là fait que c'était une des meilleures recrues de Germinal, tu vois, à 18 ans, parce que c'est un putain de doueur, etc., etc. Et donc, je rejoins totalement, et ça, sur LinkedIn, on entend un peu tout et son contraire sur ce sujet-là, mais quand on est dans la galère, offrir un premier sample, un premier échantillon gratuit, ça fait la diff Ça quand fait- même, En tu fait, vois. tu peux même faire un truc encore même très malin. Genre, c'est un pote à moi que j'avais conseillé de faire ça, c'est que tu te donnes un contenu gratuit. Par exemple, je lui ai dit, ça serait hyper cool que tu montres comment tu peux les 5 hacks qui te permettent d'optimiser fiscalement l'argent de ta boîte. Parce qu'il est dans l'optimisation fiscale, etc. Et il cherche des clients, des entrepreneurs pour investir, tu vois, dans des œuvres d'art, dans des appartements, pour faire fructifier l'argent des entrepreneurs, tu vois. Et je lui ai dit, tu fais un PDF, tout con, un Gumroad. Ceux qui connaissent pas Gumroad, ça te permet de vendre des crédits, des PDF, quoi. Et sur tes trucs, tu donnes hack numéro 1, hack numéro 2, hack numéro 3, hack numéro 4, et tu mets des call to action, tu vois, en mode, bah, voilà comment vous le faites, clé en main, cliquez ici, on le fait pour vous, c'est 2 000 €. Voilà. Et en fait, tu fais un truc copywriting sur Facebook en mode, voilà, j'ai répertorié, après 10 ans d'expérience, j'ai répertorié les 10 hacks, Moi, je clique, absolument, et pour 2 000 €, en fait, je m'en fous, tu me le fais clé en main, tu vois, si j'ai l'argent, il y a aucun souci. Après, il y a d'autres personnes, et c'est pas ta clientèle, tu t'en fous, ceux qui le feront tout seuls, bah, laisse-les le faire tout seuls, tu leur as donné la technique, tu vois, en revanche, un entrepreneur n'a pas le temps. Donc, Give away save the du temps, secret, quoi. sell the implementation. Exactement. Exactement ça. Mais oui. C'est Hormozy, ça. Ouais. Yes. Ouais, mais bref. Ouais. Tu lui as dit quoi? Alors, pour contextualiser de mon côté, ça faisait 1h30 que je répondais à des questions non-stop, je me faisais arracher la tête. Après une heure de talk et 30 minutes de Q&A, donc là il était 23h et tout. Donc là, je vais proposer en toute franchise, je vais proposer une réponse un petit peu étoffée par rapport à ce que je lui ai dit à l'instant T. Alors déjà, ce que je lui dirais, ce que je lui dirais, c'est déjà qu'il suis fou là en event. Boss, putain. Frérot, t'as ça. Frérot, t'as 5 jours là. Qu'est-ce que tu fous à un event où t'as un zozo En vrai, sur scène je reprends sur ça, mais il y a tellement d'entrepreneurs pas focus. C'est un truc de dingue. C'est ça. Et donc, Non, ouais. première chose, c'est arrête d'écouter un connard sur scène en train de parler de positionnement. Là, t'en as rien à foutre du positionnement. Tu rentres chez toi, tu bosses parce que là, t'es dans l'urgence. Deuxièmement, 5 jours, donc va falloir être méthodique, focus, comme tu l'as dit. Ultra focus. Ton objectif, là, c'est de faire du chiffre. Chiffre, c'est quoi? C'est une audience, comme tu l'as dit, un problème, une audience, un canal de distribution, c'est TVP. Exactement. Exactement. Donc, là, t'as 2 compétences. Copywriting, IA. IA, ça veut dire que ça va te permettre de potentiellement amplifier des compétences que t'as pas, nommer des compétences que t'as pas, c'est cool. Copywriting, c'est pas zeitgeist aujourd'hui, parce que, bah voilà, c'est un petit peu passé de mode, etc. Donc, tu vas utiliser ça comme compétence pour ta distribution. Par contre, l'IA, full zeitgeist, les gens en veulent à mort. Donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est, tu t'en bats la race, freelancing, donc tu proposes, là, tu vends ton temps pour de l'argent. T'es pas là pour optimiser, t'es pas là pour trouver un truc qui scale ou quoi. T'es pas là pour penser à l'étape d'après. Là, t'es là pour juste aller choper tes 5 000 € pour sortir de la sauce. Donc, le truc que tu vas pouvoir vendre le plus facilement, c'est ton temps. Parce que tu vas déléguer en fait à ce temps que tu vas vendre la notion de problématique.
que tu vas pouvoir customiser par rapport à tes prospects. Et ensuite, sur le moment, je lui ai proposé un canal de distribution. C'est OK, copywriting, t'es chaud. Nécessairement, si tu sais faire de l'IA, no code, t'es un petit peu chaud. Automatisation, t'es un petit peu chaud. Donc, outbound à balle. Ouais. Même si t'es introverti là et tout, fais-toi violence en fait. Outbound à balle, tu contactes des boîtes, tu leur proposes des prompts. En fait, tu leur dis OK, bah tu vas avoir des boîtes de recrutement par exemple. T'identifies un pain et tu leur dis OK, voilà, bah j'ai vu que vous recrutiez pas mal et tout. Enfin, c'est votre métier. Je vous ai fait ce petit prompt là, ChatGPT, qui vous aiderait à résoudre tel problème. Tenez ces cadeaux. Pour info, bah voilà moi ce que je fais. Et tu bombardes, loi des grands nombres, tu bombardes. Et là, ce que je proposerais, ça m'est pas venu sur le moment, mais là, ce que je dirais, c'est, vu qu'il y a un zeitgeist de fou, aujourd'hui, t'as plein de créateurs qui se positionnent à mort sur l'IA. Je pense à Ruben Acid, par exemple. Ouais. T'en as plein qui commencent à vraiment péter. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui croulent sous les demandes de prestations. Et eux, c'est pas leur game. C'est des créateurs de contenu, c'est des entrepreneurs, etc. Tu vas les voir, tu leur dis, OK, voilà moi ce que je fais, voilà moi ce que je fais, démonstrativement, voilà un portfolio ou quoi. OK, ça te prend 2 heures à faire, tu fais un portfolio. Et tu m'envoies du business, t'as des demandes. Je te donne 60% du CA. 50-60%. Vraiment no-brainer de son côté, genre c'est un abruti fini s'il refuse. Ouais. Et tu lui dis voilà ce que je te propose et tu me rapatries tes demandes entrantes. Et tu mets en place ces 2 canaux le plus tôt possible dans la semaine. Genre vraiment première journée, tu fais que ça. Tu mets en place ces 2 systèmes-là, enfin ces 2 canaux. Et après, bah, ça te laisse le reste de la semaine pour En vrai, monétiser. t'as des trucs faciles à mettre en place, mais enfin, par rapport à ton exemple, c'est ouf, mais genre, en vrai, tu vois, t'arrives, tu dis ta copywriting IA, tu dis, OK, alors première idée que j'aurais eue, moi, c'est de faire, OK, bah voilà, je t'ai écrit un article SEO, tu vois, full optimisé, voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que On en t'en penses? parlait en off OK, avant, bah là, voilà, le côté bah, je te vends IA, 30 SEO, ouais. articles SEO, bam, voilà, boum. Moi, j'aurais été hyper chaud parce que j'ai vraiment pas le temps de le faire. Autre truc, c'est, OK, bah en fait, personne n'est sur Twitter, ou j'ai vu que t'étais pas sur Twitter. Voilà potentiellement le putaclic funnel que je t'ai créé sur Twitter, OK? Je te mets un budget de ads, je m'occupe de tout, je te scrape tous les ID Twitter, comme on a dit, parce qu'en fait, sur Twitter, il faut savoir que vous prenez l'ID Twitter de quelqu'un et vous pouvez le targeter. Je t'ai repéré, voilà, tes concurrents, c'est X, Y, Z, machin, j'ai exporté la base, voilà le spreadsheet, est-ce que tu veux que je m'en occupe? Bon, vas-y, je te les donne, les 5000 €, tu vois. Et tu trouves 1 client, 2 clients, 3 clients comme ça. En fait, faut peut-être être, tu vois, être créatif, en fait, dans l'offre, la demande, Ouais. Toi, tu dis, putain, t'as une opportunité de business de dingue, pourquoi tu la prends pas, quoi? C'est marrant parce que là, moi, justement, j'irais en sens inverse en me disant, là, je vais chercher à être le moins créatif possible. De par cette contrainte de temps et cette urgence dans laquelle t'es. Oui. Mais, Bah après, moi, c'est facile parce que je c'est connais mes problématiques. Mais oui, ouais, non, tu mais vois. c'est ça le Ouais, c'est truc. ça. Ouais. Donc, Mais moi, je te rejoins sur le côté un peu, tu vois, c'est pour ça que je parlais de Malte, etc. C'est la demande, elle est là, te prends pas la tête, vas-y, juste fais un truc et puis essaye de choper. Après, l'outbound, effectivement, c'est la bonne solution. Après, le fait d'automatiser l'outbound, tu vois, sur le fait de j'ai peur d'aller démarcher les gens, le fait d'automatiser cette partie-là, ça détache aussi les gens, tu vois, anecdote Twitter. Moi, de quoi? Cette phrase ce 2023. Anecdote Twitter. Non mais, anecdote par rapport à l'exemple que tu donnais de « Ah tiens, j'ai vu que t'étais pas sur Twitter, etc. » Il y a un ghostwriter Twitter qui s'appelle Alban, que je salue, qui, en fait, je l'ai connu comment? Parce que Yomi Denzel s'était mis à faire du Twitter, et lui, il a répondu à un thread de Yomi en disant « Yomi, je suis désolé, ton accroche, elle est pas du tout bonne, voilà comment je l'aurais joué à ta place. » Et il avait raison, genre l'accroche était pas bonne, tu vois. Et en gros, il a répondu au thread en disant « Yomi, désolé, je vois que tu fais des efforts, mais là, ton accroche, elle est pas bonne. Voilà comment moi, je l'aurais joué, tu vois. » Et je suis sûr que ce truc, parce que c'est public, et franchement, ce qu'il disait, c'était très smart, je suis sûr que ce truc-là, ça lui a ramené des clients. sûr. Ah, c'est clair. C'est J'ai clair. toujours Là, apporté, en plus, tu le fais publiquement, donc Ouais. là, pour le coup, Ah ouais. là, t'as un effet levier de ouf. Ouais. Les gars, c'était un super échange. On arrive à Ça la pourrait fin. continuer, mais Oui, ça ad pourrait vitam continuer un aeternam, moment, ouais. on se refait ça vite. Ouais, Avec avec grand plaisir. plaisir. Ok? Parce que je vous l'ai dit, moi, maintenant, je veux, c'est vraiment Scalesia and Friends. Ok. Donc, vous revenez quand vous voulez, on s'organise ça parce que la prochaine fois, on se bloque 3 heures. Ok. 3 heures. Vas-y. ça fait mais combien de temps, là? non-stop. 2 heures?
Quasi 2 heures, ouais. Ah ouais, Quasi n'hésitez 2 heures. pas à lâcher un pouce et un commentaire. Surtout si vous êtes encore là. Ouais. ROI de 14 sur cet épisode. Cette fois-ci, c'est ROI, 14, on est cette d'accord. fois-ci, c'est 14. Merci beaucoup. C'était, Merci à toi pour vraiment l'invitation. merci à toi. Trop cool. Qui fait bien Paris. Ouais. On va Marche aller. pas trop vite, Kevin. Je vais y aller tranquille. Tu me connais maintenant. Je vais prendre mon temps. Et on coupe d'un coup comme ça parce que je déteste les outros à chaque fois, c'est ce que je répète.